s'en fout. C'est bon. Attends, mais peut-être pas dans le plan. Oui. C'est les aléas du direct, bien sûr. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission en collaboration avec Glénat. Je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une série de 5 lives autour du roman graphique. Et donc, voici le premier live. Voilà, donc vous avez le planning qui va s'afficher à l'écran. Ça va être vraiment une émission par semaine. Donc là, on est mardi, mais les autres émissions se dérouleront le mercredi. On aura plein d'invités, des auteurs, des streamers aussi. Vous avez dû voir Little Big Way notamment qui passera la semaine prochaine. J'en suis absolument ravie. Et eh bien, aujourd'hui, sachez que donc, ces émissions sont organisées dans le cadre de, pour parler des romans graphiques avec Glénat. Et vous avez notamment ce catalogue qui est disponible dans les librairies participantes. Vous pouvez faire !Glénat dans le chat pour avoir plus d'informations. Mais voilà, vous pouvez récupérer ce catalogue-là en librairie. Et si vous achetez 2 romans graphiques à cette occasion, vous avez un magnifique tote bag Podum qui est très chouette et que j'ai complètement perquisitionné, sachez-le. Je repartirai avec, c'est une certitude. Voilà, sachez aussi que pendant ce live, avec le hashtag roman graphique au singulier, donc sans S, vous pourrez gagner donc ce fameux tote bag plus 2 bandes dessinées qu'on va présenter aujourd'hui, du coup, Musée de Christophe Chaboutet et Kiss the Sky de Dupont et Mezzo. Voilà, donc je vous le rappellerai pendant le live, mais voilà, si vous mettez au moins une fois dans le chat hashtag roman graphique, vous serez à même de pouvoir gagner un de ces lots. Aujourd'hui, l'émission est autour du thème de dessiner l'art et je suis en présence d'invités d'exception, évidemment, certains que vous connaissez et d'autres non. Dans tous les cas, je vais vous les présenter. On est accompagné de Christophe Chaboutet, c'est la première fois qu'on se voit aujourd'hui. C'est toi qui es auteur de la bande dessinée Musée, qui sort demain, dont on va pitcher les bandes dessinées tout à l'heure. Donc voilà, merci beaucoup. Merci. À toi de m'accorder de ton temps aujourd'hui. Je suis aussi accompagnée de Robin Joly, du coup, qui est éditeur chez Glénat. Tout à fait. Bon, tu n'as pas édité les bandes dessinées Non. qu'on va présenter aujourd'hui, mais tu vas quand même nous apporter ton expertise. Et puis, c'était cool de t'avoir. Oui, avec puis nous. je peux éditer aussi des œuvres dans lesquelles l'art a une place assez centrale aussi, donc c'était l'occasion de venir un peu parler de tout ça. C'était dans le thème, donc très contente de t'avoir également. Et puis, on les avait déjà rencontrés pour le festival d'Angoulême. Sachez d'ailleurs que si vous avez envie de re-regarder à nouveau les lives qu'on avait fait en direct du Festival d'Angoulême, c'est disponible en replay sur la chaîne YouTube de Glénat ainsi que sur ma chaîne YouTube Ultia Replay. Voilà. Et je suis accompagnée du coup de Jean-Michel Dupont et Mezzo. Bonjour Tia. Bonjour. Eh bien, bonjour. Vous êtes en forme, hein. En fait, c'est un peu chaotique ce début d'émission là. Ça partait un peu dans tous les sens, mais je suis contente de vous avoir avec moi. Donc toi, Jean-Michel Dupont, qui est auteur du coup scénariste de Kiss the Sky, et toi aussi du coup Mezzo, qui est aussi qui est au dessin. Donc, qui est dessinateur. Et voilà, donc on va parler de dessiner l'art et du roman graphique en général, ça va être chouette. Je me dis peut-être que il y a quand même des gens qui nous suivent, je pense, pour la première fois. Sachez que j'ai le chat en face, donc voilà, on peut interagir avec vous qui êtes chez vous. Et je me suis dit peut-être que ça serait chouette de pitcher un petit peu votre BD, vu qu'on va en parler pendant 2 heures. Hein. On est en live ensemble jusqu'à 17h. Toi, Christophe, du coup, Musée sort demain. Est-ce que tu peux nous pitcher ta BD ? Ouais, ça va être très court. C'est une histoire qui se passe au musée d'Orsay. Et en gros, ça raconte ce que les regardés peuvent dire des regardeurs, c'est-à-dire ce que les œuvres peuvent raconter de ce qu'ils voient à longueur de journée, avec les gens qui passent, avec les gens qui viennent visiter, ce qu'ils disent, leur manière de bouger, de parler, de raconter. Voilà. Les œuvres se réveillent la nuit pour raconter tout ça. Ouais. Ils se racontent des histoires entre eux, ils ont leur petite vie à eux, et puis ils papotent. Ouais. En vrai, je l'ai lu. Du coup, j'ai bien. de la chance. Non, mais j'ai de la chance parce qu'elle sort demain, donc je suis contente de l'avoir lu avant. Et c'est vrai que le pitch m'a tout de suite. Je me suis dit, j'ai trop envie de savoir ce qu'elles se disent, ces œuvres d'art. On va en parler justement. On en avait déjà parlé, mais Kiss the Sky, donc cette bande dessinée qui parle de la vie de Jimi Hendrix, qui est une bande dessinée qui aura lieu en 2 tomes. Ouais. Voilà, peut-être que vous pouvez pitcher un petit peu. Je pense que j'ai déjà fait le résumé au final. Ouais, pitch.
On peut pitcher la première partie. Ouais. Puisque la deuxième n'est pas encore disponible, ni faite d'ailleurs. Mais, Le sera-t-elle? mais non, ça raconte la vie de Jimi Hendrix avant qu'il ne soit connu, avant qu'il soit le Jimi Hendrix qu'on connaît, rockstar, quoi. Donc ça parle surtout beaucoup de son enfance, très très difficile, très triste, très malheureuse, une enfance à la Dickens, comme on dit. C'est-à-dire misérable, avec voilà. Et c'est intéressant aussi à raconter pour nous parce que ça montre quels sont les ressorts du génie, les ressorts du talent. C'est un peu une exploration de ça. D'où vient le talent, d'où vient le fait que quelqu'un ait envie de devenir artiste, de s'exprimer. Et chez Hendrix, on voit clairement que la guitare a été pour lui un moyen de survie. Et d'ailleurs, en 2014, vous aviez sorti Love in Vain, qui parlait justement Oui. de la vie du bluesman Robert Johnson dans les années 20, dans les années 30. Là, vous faites un peu, vous sautez quelques décennies. Du coup, c'est un peu aussi, vous dépeignez un peu plusieurs Donc, c'est grosses même pas une figures de décennie, la en fait, parce musique. que le décès de Robert Johnson, c'est en 1938. Et la naissance de Jimi Hendrix, finalement, c'est 4 ans plus tard. Oui, c'est vrai. Donc voilà, comme dit Jean-Michel, c'est peut-être une réincarnation. La réincarnation, c'est un peu ce que j'avais raconté. Mais voilà. ce qui est vrai, c'est que Hendrix, lui, croyait à la réincarnation. Ah, ouais. Il croyait beaucoup à tout ce qui était tout ce qui est surnaturel. Il croyait aux anges et tout ça, et à la réincarnation. Donc du coup, c'est amusant de se dire, tiens, peut-être que Robert Johnson a été... Enfin, Hendrix, comme il est né 4 ans après la mort de Robert Johnson, c'est une réincarnation, pourquoi pas. En tout cas, pour nous, c'est la suite d'une histoire. C'est le blues et le rock après. Et donc pour nous, il y a une cohérence dans le fait de raconter la vie de Robert Johnson et après celle de Jimi Hendrix. Voilà. Et à travers des figures comme celle-ci, si tu veux, c'est plutôt d'écrire une époque. Ouais. Tu vois, les années 60, avec toute l'effervescence qu'on connaît des années 60. Donc la fin d'une société un petit peu... Enfin, la révolte, si tu veux, des jeunes contre une société un peu serrée. Donc vous voyez mon regard, il faut faire ça maintenant. Il faut le faire vite maintenant. Ouais. Il faut, voilà. Donc la société s'était resserrée, les enfants étaient à la maison, ils ne pouvaient pas sortir. Et tout d'un coup, on leur offre le rock, et puis toutes ces grandes idées des années 60, où l'esprit avait l'air de s'ouvrir à d'autres perspectives, d'autres... Ça, voilà. Ça, c'est ce qu'on racontera dans le volume 2. Ça, c'est les années 60, avec 2, le rêve des années 60. Tu le disais d'ailleurs, bon, on en parlera dans le déroulé de l'émission, mais tu disais, j'écoutais un podcast que vous aviez enregistré il n'y a pas longtemps, et il y a quelques mois de ça, et tu disais que c'était une véritable odyssée musicale, en fait, Kiss the Sky, que ça parlait pas que de... C'est comme ça que Jean-Michel m'a séduit, parce que au début, je voyais c'était trop de boulot et tout, etc. Et quand il m'a dit odyssée musicale, j'aimais bien les termes. C'est un voyage. Voilà. Déjà, dans le premier tome, c'est un voyage dans l'univers du blues, du rhythm and blues, de la musique noire et du rock and roll aussi, puisqu'il a joué avec Little Richard. Ouais. Et dans la deuxième partie, on va rencontrer les Stones, les Beatles, on les rencontre déjà, et plein de les Who, enfin tous les grands groupes des années 60. Exactement, donc justement vous allez pouvoir en reparler tout à l'heure. Et d'ailleurs la dernière fois qu'on s'est quitté, vous alliez savoir si vous aviez gagné ou pas l'Elvis d'or, le prix de la meilleure on l'a gagné. On l'a gagné. On l'a gagné. Contre toute attente, on l'a gagné. Non, mais on connaissait tout le monde, c'est normal. Ah ouais, vous êtes passé comme ça en force, table et tout. C'est comme ça que ça fonctionne en général. Non, mais bien sûr. Non, mais c'est... Et on l'a bien fêté en plus. Il y avait d'autres livres étaient susceptibles de l'avoir, mais bon, voilà, il y a un moment donné, la roue tourne, c'est tombé sur nous, ce qui était très agréable. J'ai gagné une bouteille de whisky, donc je suis très content. Ah voilà, et puis Jean-Michel a un beau buste. C'est un dessin de Libérateur au départ, non, c'est ça, non? Je sais pas. En fait, non, tu sais pas? Je crois pas. Enfin voilà. Moi j'ai une bouteille de gin. De plus, mais en tout cas, merci. Mais moi j'ai pas encore bu la bouteille de gin, lui a déjà bu la bouteille de gin. Ah, moi j'ai bu le soir même. Il y a quelqu'un qui dit dans le chat, la chemise est canon, on a tous des chemises. Donc laquelle? Oui. Ouais, il faut expliciter. Est-ce que c'est la mienne est mieux. La mienne non, mais la veste. La veste. Il faut choisir. Moi, j'ai les chaussettes qui vont avec. Ah oui, mais en fait, je pense qu'il y a un truc que Christophe vous a pas dit dès le début de cette émission, mais depuis tout à l'heure, il veut vous montrer ses chaussettes. Je suis très fier de ces chaussettes. Alors, on s'égare, on s'éloigne de l'art. Quoique. Du thème principal. Ah si, les chaussettes aussi. Les chaussettes aussi. Toutes vos chemises. Ah, voilà. Eh bien, c'est sur ça que je vais faire une transition incroyable. Je vais me tourner vers toi, Robin. Toi qui es éditeur chez Glénat, du coup, là, ces émissions, on va parler donc de romans graphiques pendant tout ce mois. On va se retrouver une fois par semaine.
Toi, tu es éditeur chez Glénat, mais tu as édité aussi La plus belle couleur du monde, on va en parler. Tu as édité Rêve aussi, de Édouard Court, dont on va parler la semaine prochaine pour le coup. Tout à fait. C'est quoi un roman graphique ? C'est toujours une définition un peu compliquée parce que je pense que chacun a un peu en tête sa propre définition du terme. Si on s'en tient à la dimension historique, ça vient des États-Unis, du terme graphic novel, ce qui veut vraiment littéralement dire roman graphique en anglais. C'est un terme qui avait été revendiqué par Will Eisner, qui est un auteur de comics dans les années 70, parce qu'il avait à ce moment-là publié une histoire qui s'appelait Un pacte avec Dieu, je crois, de mémoire. Et en gros, il avait revendiqué le terme graphic novels pour la différencier vraiment de ce qui se faisait dans le comics populaire américain, les histoires qui paraissaient plutôt soit dans la presse, soit dans les petits floppies, les petits magazines dans les kiosques. Et donc, il revendiquait ce terme pour différencier sa bande dessinée, qui était effectivement, qui jouait beaucoup plus sur la narration, qui déconstruisait un petit peu la manière de faire son découpage, de raconter, et aussi d'assumer peut-être des thématiques et des sujets un peu plus sérieux, on va dire plus littéraires. Donc du coup, c'est pour ça qu'il a revendiqué ce terme. Ça ne veut pas dire que c'est lui qui l'a inventé. Je pense qu'il y avait des BD avant qui avaient déjà cette démarche-là, mais qui ne se définissaient pas forcément comme telle. Et puis petit à petit, ça a pris, quoi. Ça a eu une influence sur les autres auteurs de BD plus tard, et aux États-Unis, puis en Europe. Et c'est vrai que c'est devenu petit à petit un espèce de segment éditorial. Voilà, maintenant, c'est vrai qu'en tant qu'éditeur, quand on parle de roman graphique, tout de suite, quand on s'adresse à des libraires, on dit ça, c'est un roman graphique. Les libraires, ils ont en tête, voilà, ils projettent un objet. Alors, c'est généralement des bouquins avec des paginations plus importantes et effectivement aussi une narration qui va s'étirer sur la longueur, qui va avoir un rapport à l'ellipse un peu différent. Et c'est vrai qu'avec Emezzo et Christophe, on a deux représentants assez différents qui vont avoir, on va dire, chacun faire de la bande dessinée qui peut s'inscrire dans le roman graphique, mais Christophe, lui, va beaucoup plus aller dans des instantanés qui vont se prolonger dans le temps. Mezzo, il va avoir un dessin plus dense, une narration plus compacte, on pourrait dire. Mais du coup, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que c'est un genre qui finalement rassemble plein de choses, quoi. Et qui sort aussi des codes traditionnels de la BD franco-belge. Oui, c'est ça, en fait, ça la distingue. C'est vrai qu'on a la BD classique, la BD mainstream, on pourrait dire, et le roman graphique. Et c'est vrai qu'on se rend compte aussi que le lectorat est assez différent, finalement. On va avoir peut-être des gens qui vont, à la base, être plus intéressés par la littérature, le roman, un public plus féminin aussi qui va souvent lire du roman graphique plus que de la BD mainstream, où on va se dire oui, c'est de la BD à papa, c'est pour les vieux garçons, etc. Donc c'est aussi une manière de toucher un lectorat un peu différent. Chacun en fait a sa définition du roman graphique. Je dirais pas que je l'aime pas beaucoup. Tu sais quoi, c'est marrant que tu prennes la parole comme ça parce que j'allais justement dire on m'a dit mais dire que t'aimais pas trop ce terme. Non, si tu veux, bon, je le comprends. Je veux dire, on vient de faire l'historique et tu as raison. C'est Will Eisner qui est un petit peu. Mais si tu veux, dans roman graphique, il n'y a plus de dessin. C'est ce que. Graphique quand même. Ouais, mais graphique, si tu veux. Alors après, il y a du graphique et graphique. Le graphique, c'est plus large. Je trouve que ce monde actuel là, accepte mal le mot de bande dessinée. J'ai l'impression, si tu veux, que au-delà de ce que ça veut dire, et tu as raison, quand on dit roman graphique, quand quelqu'un dit « je lis du roman graphique », j'ai l'impression que, si tu veux, ça l'élève plus que de dire « je lis de la bande dessinée ». Oui, il y a un côté un peu précieux. Ouais, voilà, il y a un côté précieux bon, après je laisse faire, on vient de le définir. Et en fait, dans tout ça, si tu veux, moi je suis dessinateur, donc au premier jeu, c'est mon métier, c'est mon aéroplane, comme dirait la chanson. Et en fait, j'ai choisi le dessin et donc je dessine et j'assume le fait de dessiner. Donc si tu veux, bande dessinée ne me gêne pas du tout. Voilà, moi je fais de la bande dessinée. Alors si on veut, après, dans le système de narration, t'as pas tort, il y a un côté littéraire, mais pourquoi il n'y aurait pas un côté littéraire dans une bande dessinée ? Dans une bande dessinée, il y en a eu, totalement. il y a plein d'exemples. Minuit Sampaio que j'admire. Je veux dire, il y a une façon d'écrire. Quand j'ai fait Le Roi des Mouches avec Michel Pyrrhus, après on parlera de nous, mais si tu veux, il y a une grosse écriture et il y a beaucoup de dessins. Alors certes, c'est chronophage et j'ai l'impression, au-delà de ça, je finis, hein, j'ai l'impression ah non, mais vas-y, je t'en prie, on a le temps. Que ce pays n'est pas très développé dans on n'apprend pas le dessin aux enfants. On leur permet de dessiner quand ils sont petits. Et après, il faut rentrer dans les rangs, il faut arrêter les conneries, c'est pas un vrai métier, tout, etc. Donc, on va plutôt écrire, on est dans un pays littéraire, et qui l'a prouvé, où il y a des grands romans, des grands romanciers. Et ça reste d'ailleurs, notre cinéma en souffre aussi, je trouve. C'est plus l'histoire
qui va prévaloir, si tu veux, que la façon de le filmer ou la façon de le dessiner. Si tu veux, dans le terme roman graphique, j'ai l'impression que le dessin, je parle pour moi. Moi, je trouve pas. J'ai l'impression que le dessin est mis un tout petit peu, si tu veux, Non, sur le bord du. Bon, alors après, ouais, voilà, tu trouves chacun pas ça son. Ah, moi, je trouve pas du Après, tout. voilà. Je trouve pas que le fait de dire roman graphique dévalorise le dessin. C'est pas ça, c'est qu'il. Ah bon, voilà. Que j'ai pas l'impression que les gens, le public perçoit du coup ce qu'on appelle un roman graphique comme quelque chose qui est plus littéraire au contraire, c'est bien la juxtaposition de deux approches. Pour moi, l'équivalent du roman graphique dans l'esprit des gens, je pense, c'est le cinéma d'auteur. C'est que c'est une manière Oui, oui. simplement de créer, de donner un espèce de label de quelque chose qui est un peu différent de ce qui existe ou de ce que la perception générale, globale que les gens ont d'un média d'expression. Et donc, moi, je ne suis pas contre ça, si ça permet d'amener des gens qui se sentent, même si je suis d'accord avec l'ironie et tout ça par rapport aux gens qui sont fiers de lire un roman graphique et qui auraient honte de lire de la bande dessinée alors que c'est le même truc. Et encore Mais si une- ça C'est un peut- terme marketing aussi. Oui, mais si on regarde ça en termes de marketing, ça veut tout dire et rien dire. C'est-à-dire, si c'est une manipulation, bah oui, c'est pas bien. Mais si c'est quelque chose qui est vertueux, pardon. Non, Vas-y, mais vas-y. j'allais donner la parole. Vas-y. Ouais. Si c'est vertueux et que ça permet d'amener des gens vers la bande dessinée sous le nom Oui. de roman graphique, et c'est ce qui est le cas Donc d'ailleurs. pourquoi pas, quoi. Pourquoi pas, c'est Oui, ça. je comprends. Christophe, tu voulais dire quelque Ouais, chose mais je suis d'accord avec ce qu'ils ont dit. Il y a juste que j'ai l'impression que sous le nom roman graphique, on a tendance à y plaquer un petit côté élitiste. Ouais. C'est destiné à certaines personnes et pas à d'autres. On a une espèce d'a priori avec le roman graphique. En fait, quand t'es enfant, tu lis de la bande dessinée, puis après, au bout d'un moment, il faut vite que tu lises des vrais- romans, des des vrais vrais lectures. livres, Ouais, des vrais on a livres, parce que l'impression- la On bande est dessinée, c'est toujours pas un tout petit peu là-dedans. On a fait Ouais. des progrès. Voilà, l'association d'ailleurs, je veux dire, a apporté à la bande dessinée. Moi, je divise la bande dessinée en 3 grandes périodes. Si tu veux, la période de sa découverte avec Winsor McCay, jusqu'on va dire aux années 60, c'est un peu autorisé. C'est pour les enfants. Pas toujours, hein. Je fais une généralité. Oui, oui, bien sûr. Après, on a l'avènement de l'underground aux États-Unis et puis Métal Hurlant ici. C'est un peu l'adolescence, si tu veux. Alors avec des thèmes plus violents, Ouais. tu vois, du sexe, tu vois, voilà. On ose parler des choses, mais un petit peu. Et puis tu as l'avènement du littéraire avec de l'association et d'autres éditeurs indépendants. Et je suis d'accord avec ça. Mais si tu veux, il en faut pour tout le monde. Je reviens sur ce terme de bande dessinée. Je me souviens que le terme BD gênait certains. Et moi aussi, je préfère le bande dessinée, si tu veux, en toutes lettres, pour l'assumer complètement. Et roman graphique, effectivement, c'est autre chose. On lui donne effectivement une caution littéraire. Et si tu veux, et intellectuelle, élitiste, peut-être, un et peu. intellectuelle, Ouais, donc ouais, élitiste, un puisque peu, ouais. littéraire Oui, et comment et Oui, mais voilà. moi je trouve que ça met aussi Bon. l'avant sur ça rend aussi, si c'est élitiste, le dessin plus élitiste que de la bande, que quand on parle de BD, Mais par toi, ce exemple. que tu veux dire aussi, c'est- Jean-Michel, c'est que dans tous les cas, même si c'est un terme marketing, même si ça vient de cette nécessité de légitimiser la bande dessinée, etc., pour autant, ça fait réellement venir des nouveaux lecteurs. Bah ouais, et oui. du coup, bon, pourquoi pas prendre ce qu'il y a à apprendre de cette histoire, quoi. Ouais, C'est en ça fait, que c'est tu veux en fait, dire. ça- je crois. c'est aussi que ça répond à une demande. Enfin, nous, en Oui, tant bien qu'éditeur, on se rend bien compte que aussi le marché de la BD, il se transforme. Medo Ouais. a parlé des différentes périodes. Là, c'est vrai on sent bien sur une période où justement cette forme de BD avec des bouquins un peu plus denses, avec une pagination importante, des one-shots. Enfin, les gens ont vraiment envie de lire ça en bande dessinée. Enfin, en tout cas, la tendance actuelle, c'est ça. Et c'est vrai que nous, on est un peu obligé de plaquer un mot sur ce format et Non, mais on c'est pas un dit. mauvais mot. Et on dit roman graphique, mais c'est vrai que je pense que toute la difficulté, c'est que le mot n'a pas vraiment été défini très précisément. J'ai parlé un peu de l'historique, mais en Ouais, soi, ouais. je pense que entre nous 5, on aura chacun une définition qui peut Bien sûr, être, il y a qui peut le être format relativement aussi, le format différente. qui est Voilà, important. c'est Et après, il y a. Le C'est format, surtout- vachement c'est- important. c'est Le surtout format, ça, c'est le moment. ouais. C'est plus. Écoute, je prends le métro essentiellement. Je ne conduis pas à Paris. De toute façon, je ne conduis pas. Voilà. Donc, je prends le métro. Rarement, j'ai vu quelqu'un ouvrir un Tintin, un Lucky Luke, ou tu vois, ou une bande dessinée. Bah, grand c'est pas format. pratique en même temps. Moi, Alors, je suis toujours c'est en train grand, de me c'est balader pratique. avec mes Il y a une avec mes bandes connotation dessinées. enfantine dont on a dénoncé Ouais. tout à l'heure. Alors que c'est des lectures, alors par contre on s'autorise tout si tu veux dans des films complètement débiles. Je veux dire, ça on les regarde parce qu'on Oui, est mais seul ça à la n'a rien maison. à voir avec le nom. On va pas, voilà. Ça n'a rien à voir avec le nom, mais je parce que reviens, si ça roman, s'appelait, roman. Si on roman, avec- supprimait. la cloche Non, mais là dans les... la taille du roman, Ouais, c'est ouais. souvent du noir et blanc aussi. Donc c'est plus rapide, si tu veux, à exécuter. Il y a moins, si tu veux,
il y a réellement moins de place au dessin dans un roman graphique, il y a une place à l'histoire et au littéraire. Après, je trouve ça vraiment super vrai, aussi. regarde. Il y en a des Toi, tu as fait un magnifiques. roman graphique qui s'appelle Kiss the Sky, Mais ou c'est Love pas in un Vain. roman graphique. Oui, Ah, ça, il voilà, l'assume pas voilà, comme d'accord. ça. Et voilà, C'est considéré. voilà. Alors après, moi, c'est juste un truc que je voudrais dire, c'est que je pense que Dis-moi. ces histoires sémantiques sont aussi des histoires d'usage. tout à C'est-à-dire fait. que Oui. à un moment donné, dans la langue, c'est l'usage qui parle. Ouais, Donc on c'est peut ça. dire, se battre, non, j'aime pas roman graphique. c'est Aujourd'hui, nul. le À un moment terme a donné, été tu parles avec quelqu'un qui a moins de 35 ans et tu parles de bande dessinée, il va te dire roman graphique. Ou elle va te dire roman graphique. Un point, c'est tout. Et Oui, si tu c'est- parles de bande c'est une dessinée, ils étiquette, comprendront ce que ça veut dire. Mais pour eux, ça s'appelle un roman graphique. À partir du Très moment bien. où ils se sont emparés de ce terme-là, qu'ils se le sont appropriés, et que dans la langue courante, on l'emploie, je ne vois pas pourquoi il faudrait aller faire les vieux grincheux en disant non, roman graphique. Après, nanana. j'entends- je non, mais en vois. fait, C'était juste en parler un peu plus en profondeur. En fait, Maintenant, ça me gêne pas. bien ça sûr. m'empêche pas de J'entends dormir, la hein. Ah non, revendication clairement, bien de- sûr. Mais de toute façon, c'est pour ça que je vous ai amené sur cette question. Ça reste un livre et c'est une étiquette roman graphique. Alors si ça plaît aux gens, si les gens sont contents de l'appeler roman graphique ou À la bonne heure. Moi je sais qu'en tant qu'auteur, on dit que je fais du roman graphique, mais je me sens étriqué dans un 48, un 52 ou un 64 Ouais. pages. J'ai même pas le temps de développer un truc et j'ai besoin de place pour raconter. Et je me sens à l'aise quand j'ai de la place. Donc quand je commence une histoire ou quand je commence à écrire une histoire, je me dis pas elle doit rentrer dans 48 pages ou 52 ou 64. Je me dis je vais écrire l'histoire. Si je dois en faire 400, j'en ferai 400. Si j'en fais 200, si j'ai besoin d'en faire 200, je vais en faire 200. Et je me dis pas oui il y a des livres de la bande dessinée, machin, il faut faire court. Si j'ai envie de dessiner une feuille qui tombe pendant 10 3 pages, pages. Je le fais. parce que l'histoire le demande, je le ferai. Et Ouais. j'ai cette liberté. En gros, c'est juste un bouquin avec plus de pages où on a de la place, quoi. Et qu'on raconte en texte, en image, plus en texte, moins en image, plus en image, moins machin. C'est juste une espèce d'énorme truc dans lequel on peut sauter à pieds joints et puis se lâcher, quoi. Très bien. Merci Voilà, en tout cas écoute, pour. Donc ça va vos- maintenant, hein, c'est bon. pour vos ressentis sur ce terme roman graphique Non, qui visiblement fait débat, mais on va commencer non, à ça passer fait dans débat. le. Mais Non, moi on j'aime est à bien. peu près c'est ce que je d'accord, voulais, mais hein. On est d'accord. Mais c'était très on est intéressant, d'accord je- sur tout, ouais. Complètement. Du coup, on va pouvoir rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Je rappelle, Christophe Chapoutier a sorti la bande dessinée Musée, Kiss the Sky, du coup, pour Dupont et Mezzo à ma gauche. Là, on va vraiment parler de travail de recherche, c'est-à-dire comment vous avez fait vos recherches pour dessiner, faire le scénario, etc. de votre bande Ouais. dessinée. Mais il va commencer Dis-moi. parce que c'est un auteur complet. Ah oui, toi, t'es un demi-auteur, c'est ça Moi, que Moi, tu je suis un fais. demi-auteur. Je Ouais, sais plus au bien hasard. Moi, je sûr. suis un demi-auteur et c'est l'autre moitié, si tu veux. Voilà. Allez, je te donne, Ce terme- 55%, je crois, 30 secondes, 45. ce terme totalement idiot. Je veux dire, qui fait auteur complet, celui qui écrit et qui dessine, ça dépend du dessin que tu as. Et ça se voit d'ailleurs. Alors, pas chez toi, on va faire la. Je vais dire, mais bon, il y a, si tu veux, j'ai donné ma vie au dessin, c'est par le dessin, c'est par le trait que je m'exprime. Donc, si tu veux, voilà. Quand tu as un dessin qui est chronophage, qui prend du temps, si tu fais les scénarios, alors bon, il y en a qui y arrivent, hein, je veux dire, mais c'est assez rare. Et ce terme m'ennuie parce que ça veut dire qu'est-ce que sont les gens qui bossent en binôme, et il y en a un qui dessine et il y en a un qui raconte. C'est des demi-auteurs, c'est ça qu'il faut dire? Mais non, pas Non, du c'est tout, toi, c'est ta enfin, perception. mais Non, mais oui, ça me fait Regarde rire. on Scorsese, n'en est pas parlé de ça, en plus. Scorsese n'écrit pas ses scénarios et il est considéré comme un grand cinéaste, tu vois, ça veut rien dire. Non, mais ce ça. terme m'ennuie, si Je tu veux. comprends. Voilà. Ouais. Il y a des revendications autour de cette table aujourd'hui. oui, J'en suis Non, mais absolument quand ravie. tu dessines Mezzo, tu travailles le scénario aussi, Bien même, sûr. même si Bah tu oui. ne l'écris T'apportes pas. des choses. Rien Oui, qu'en mais- dessinant, rien qu'en découpant, rien qu'en échangeant l'écriture. des idées avec Jean-Michel. Et même si c'est Jean-Michel qui écrit, c'est toi qui dessines. Bien sûr, tu tu donnes n'as pas une des vie. trucs de plaquer. Tu mets en Et, scène. et- et le, tu le et le sais. ping-pong, vous le faites à deux, quoi. Donc Ah, ça c'est rebondit C'est ce pas. terme complet. Ouais, bien sûr. Alors, je veux dire, quand Ouais, tu as l'impression d'être castré, coupé en deux, si tu veux, alors je m'appelle Mezzo, mais enfin quand même. mais Si tu veux, je vais dire, je devrais m'appeler Car, tu vois, ou Quarto, tu vois, je veux Mais dire. en même temps, Non, bon, mettons-nous voilà. d'accord, j'ai jamais entendu. Non, mais ils ont envie Attends. d'entendre les gens parler, franchement. Mais des j'ai choses. jamais entendu quelqu'un. Je voudrais quand même Putain, témoigner. on va arrêter de se faire. Et à ma connaissance, j'ai jamais entendu quelqu'un dire Mezzo n'est qu'un demi-auteur.
Non, mais c'était drôle par contre quand on l'avait dit. Ah. Tu avais bien rebondi. Et moi, Oui. je suis l'autre moitié de l'auteur. Oui, Très bien. mais C'est personne vachement- n'a jamais dit que On va aller- tu n'étais pas un auteur Bon. complet. Donc, Est-ce que vous Non, voulez non, que je je me plaisante. lève et puis peut-être que je Non, non, vous non, laisse reste avec nous. Reste avec Alors, la documentation. Voilà, la documentation. Bon, très bien, du coup, je voulais justement commencer par toi, Christophe, parce que le musée, je rappelle, le musée édité du coup chez Glénat sort demain, et je voulais savoir, forcément, les bandes dessinées desquelles on parle aujourd'hui sont basées sur des faits réels, quelque chose de réel, que ce soit le musée d'Orsay ou la vie de Jimi Hendrix, et donc que ce soit le travail de reproduction d'une vie, donc la vie d'un artiste, ou la visite du musée et le fait de montrer comme ça toutes ces œuvres d'art, on peut s'intéresser davantage au travail que vous avez dû mettre en place pour relayer ces faits. Pourquoi toi, tu as choisi le musée d'Orsay particulièrement? Est-ce qu'il y a une raison plutôt que le Louvre ou j'en sais rien? Qu'est-ce qui t'a inspiré Déjà dans le ce musée lieu? d'Orsay parce qu'il n'est pas trop grand et je m'y perds pas. Oui. Le Louvre, je m'y perds en général. Je trouvais trop grand, j'arrivais pas à sentir les coins et tout. Mais non, le musée d'Orsay parce que le casting que je voulais pour ce bouquin correspondait bien à ce musée-là. Les œuvres Ouais. qui sont présentées allaient bien pour l'histoire que je voulais raconter, ce que je voulais leur faire faire surtout. Et puis c'est un coup de cœur aussi, quoi, tout simplement. Je m'y sentais bien, je trouvais les peintures et les sculptures chouettes et j'avais l'impression qu'elles racontaient, quoi. Après, au niveau de la naissance du bouquin, ça date d'il y a un moment déjà. L'idée première, elle date j'avais 17 ou 18 ans, la première fois que j'ai vu les sculptures de Daumier, je me suis retrouvé devant les sculptures, je ne savais même pas qui faisait des sculptures. Je connaissais ses dessins et ses gravures, quoi. Et je me suis retrouvé devant ces petites statuettes en terre, et puis j'avais l'impression qu'elle chuchotait des trucs, et que chaque fois que je quittais la pièce, il racontait des trucs dans mon dos, quoi. Tu penses qu'il critiquait ta chemise ou pas? Tes chaussettes? Et je portais déjà des chemises à carreaux, peut-être, ouais. Et donc, ouais, l'idée première, c'était ça, mais je n'avais pas dans l'idée d'en faire un bouquin et tout. Et puis, je me suis repointé au musée d'Orsay il y a 4-5 ans et j'ai eu le même feeling avec ces statuettes, quoi. Et puis ça a commencé à me chatouiller. Je me suis dit, il y a peut-être un truc à faire. Je commençais à noter des trucs dans les coins et tout. Et l'histoire est née petit à petit, comme ça, moi. Mais après, ce qui m'intéressait le plus dans le musée, que ce soit le musée d'Orsay ou un autre musée, c'est pas forcément les œuvres qu'il y a au mur ou les sculptures, c'est les gens qui tournent autour, Ouais. qui les regardent. C'est ça qui m'intéressait. Limite, je pouvais me planquer derrière une sculpture et regarder les gens, comment les gens se déplacent, comment ils bougent, comment ils regardent, comment ils parlent, qu'est-ce qu'ils disent. Me mettre à la place me faire la petite souris, regarder les gens qui évoluent là-dedans. C'est ce qu'on voit dans les planches du coup de musée. On voit bien, parfois, on voit de l'œil de la personne qui regarde, parfois de l'œil de l'œuvre. Parfois, il y a une espèce de plan large pour voir tous ces couloirs. Il y a trois regardeurs. Il y a les sculptures et les peintures qui regardent les gens qui viennent visiter, et puis il y a le lecteur qui regarde les gens qui visitent et les peintures Voilà. et les sculptures. Donc ça marche à trois, quoi. Et du coup, je me demandais comment tu as travaillé. Est-ce que du coup, tu as vraiment investi le musée d'Orsay pendant des mois et des mois pour essayer de... Non, je ne l'ai pas investi. Je suis allé m'y balader 3 fois, Ouais. 3 journées. Et la première fois, les mains dans les poches, sans me dire il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Je me suis baladé, je me suis posé dans les coins, j'ai regardé les gens qui passaient. J'ai fait qu'observer pendant une journée, en fait. Et tu as regardé les vidéos d'archives, tu t'es renseigné? Parce que comme Sur dans le les musée, œuvres, il y a absolument des pas. œuvres, Absolument Ok. pas. J'ai mis de côté les noms, j'ai regardé juste le visuel, les peintures et les sculptures. Après, je sais que Daumier avait sculpté des statuettes, enfin voilà, mais c'est pas ce qui m'intéressait en premier. Je suis allé faire un casting, en fait, et puis je voulais voir sentir comment ça vit. Je voulais être dedans et pas forcément dans le musée vide. Je voulais être dans le musée qui vit et sentir juste comment ça vit. Donc je suis rentré avec ce petit bagage là chez moi, j'ai commencé à prendre des notes, j'ai noté des trucs dans les coins et tout. Et la deuxième fois que j'y suis retourné, j'y suis allé avec un carnet de croquis pour faire des croquis, mais pas les jolis croquis qu'on met dans les bouquins qui font « Oh, il dessine bien ». C'est juste des notes, en fait c'est des gribouillis, c'est des prises de notes en dessin, quoi. Ça peut être 3 traits, ça peut être vraiment des notes très personnelles, quoi. Et j'ai fait beaucoup de photos. Donc je suis allé photographier ce que je ne peux pas garder en mémoire, quoi. Tu as pris les gens ou pas? Ouais, j'ai pris les Compliqué, gens. Dans un musée, mais Je me baladais avec mon appareil, j'ai un volet, donc je peux les shooter sans qu'ils le voient. C'est en mode James Bond, quoi. non, mais je voudrais dire qu'on n'a pas lu ton bouquin, et ça, je le prendrai à la maison. Mais je trouve ça vachement intéressant, en fait, parce que c'est vrai que quand je vais dans un musée, je regarde les gens regarder, souvent.
Ça m'intéresse presque plus que les œuvres elles-mêmes. C'est intéressant. Parce que tu as des gens, tu as des poseurs, tu as des gens, enfin, tu as toutes sortes de gens. Et tu vois, tu t'aperçois un peu du caractère des gens dans leur façon de regarder. Ouais, il y a des gens qui sont tout très ça. naturels, il y a des gens qui ont besoin de se rapprocher, il y a des gens qui ont besoin de s'éloigner puis de faire un peu comme ça, si tu veux, tu vois. Et en fait, parce que en fait, c'est un lieu public, donc les gens savent qu'on les regarde aussi, tu vois, ils se regardent les uns les autres. Ouais. Ah, il y a des gens, tu arrives à oublier, quand tu es face à un tableau que tu adores, tu vas oublier. Mais c'est vachement intéressant. Ça Mais dans le m'intéresse musée, vraiment. c'est très chouette. Il y a vraiment ces profils types dont tu parles, Mezzo, par exemple, ceux qui sont un peu élitistes, là, qui sont en train de se dire « Ouais, non, mais là, tu vois ce que l'auteur a fait, enfin, ce que l'artiste a fait, etc. » Il y a aussi juste les gens qui regardent par curiosité, qui parfois se cachent presque pour regarder. Ouais, mais il y a les timides, il y a les grandes gueules, il y a un peu de tout, quoi. Et puis il y a surtout ce qu'on peut faire en bande dessinée, c'est-à-dire pas mettre de texte et juste de l'image et raconter avec l'image, quoi. J'ai commencé le bouquin avec juste des gens qui regardent, des portraits de gens, leur manière de regarder. Alors ils regardent fixement, ou ils penchent la tête, ou ils regardent leur téléphone, mais ils sont devant le truc, mais ils regardent leur téléphone. Ou des plans serrés sur les pieds, la manière de se tenir debout quand ils regardent une peinture, ou quand ils tournent autour d'une sculpture, où ils regardent une sculpture qui est grande, ils se mettent sur la pointe des pieds, et ça sert à rien. Mais ils ont l'impression de la voir mieux, quoi. Et c'est plein de petits détails comme ça. Donc ces détails-là, je les avais soit notés, soit il m'arrivait d'en prendre en photo, et juste pour les mémoriser, pour les garder, quoi. Et la troisième fois que je suis retourné au musée, c'est pour refaire les photos qui me manquent. Ah oui, d'accord. Si j'avais oublié des trucs. En fait, je faisais que des grossirs. Combien de temps ça t'a pris tout ça Pour aller au musée, les 3 visites, enfin tout ce travail de recherche préalable 3 fois 3 jours, à peu Ouais. près. Enfin, une journée à chaque fois. Après, il y avait d'autres types de boulot aussi, des recherches photos, du tri de photos. En fait, quand je démarre un bouquin, j'ai tendance à raconter une histoire, mais complètement explosée, complètement en vrac. Je sais que quand je commence une histoire, j'ai envie d'aller vers un truc qui me plaît, une espèce de direction que je veux prendre, une espèce de couleur, c'est bien pour un mec qui fait du noir et blanc. Et je commence pas l'histoire avant d'avoir un début précis et une fin précise. Je sais comment ça va commencer précisément, avec une scène très précise et une fin très précise. Après, au milieu de tout ça, je mets une espèce d'énorme foutoir qui se compose de textes, de dessins, de photos, de bouts de films, d'idées, de machins, dans plein de carnets, dans tout. Et puis ça finit avec un gros fatras sur la table. Et une fois que je décide de l'attaquer, je fais le tri dans tout ça. Donc j'élague, j'enlève, je rajoute machin et tout. J'ordonne tout ça. Et une des dernières fois où je suis passé à Orsay, c'était un peu pour ordonner le tout, quoi. Ok. Trouver une structure de base, en fait, pour travailler. Vous, du coup, Dupont-Mezzo, je sais qu'on en avait parlé un petit peu la dernière fois, ce travail de documentation sur la vie de Jimi Hendrix. Je sais que pour Robert Johnson, vous aviez moins de sources que ce que vous aviez déjà pour Jimi Hendrix. Notamment, tu avais parlé du site Brume Pourpre. Oui, très bien. Qui répertorie vraiment tous les pans de pratiquement la vie. Au jour, alors pas de pour la Jimi première Hendrix. partie qu'on a traitée cette fois-ci, parce qu'il y a quand même beaucoup de zones d'ombre, Ouais. mais pour la partie où il est devenu connu, c'est-à-dire à partir de septembre 66, pratiquement au jour le jour maintenant, il y a soit sur ce site, mais il y a des bouquins qui existent, pratiquement tout est répertorié au jour le jour. Donc des livres de référence. Oui, des gens qui travaillent à mort. Beaucoup de documentés. Ça Oui. Alors j'ai pas tout, enfin j'ai lu pratiquement tout ce qui existe, mais après il y a des bouquins qui sont vraiment des bouquins de geek, quoi. Donc, et puis c'est pas utile. Nous, notre truc c'est pas de faire un truc exhaustif au jour le jour de la vie d'Hendrix. Donc après moi, mon boulot, et ça rejoint ta question, c'est que autant pour Love in Vain, pour Robert Johnson, j'avais dû essayer de gérer la misère, parce qu'il y a plein d'infos qu'on n'a pas, il y a plein de trous dans sa vie, etc. Il faut donner l'impression quand même d'une narration fluide. Ouais. Et alors que dans Hendrix, même sur son enfance, il y a quand même énormément de documentation, énormément de choses qu'on sait, donc il a fallu, pour le coup, que je retire des choses pour avoir un récit qui soit quand même prenant, dramatiquement, qui tienne bien la route. Sinon, c'était trop... on ne fait pas du documentaire, en fait. On fait... mais on va pas aimer, mais on fait quelque chose qui est quand même proche du roman, quoi. C'est une narration et c'est un peu différent de ce que fait Christophe, parce que Christophe, lui, a une approche totalement poétique. Tu as une approche totalement poétique du récit, qui est guidée par tes sensations, ton émotion, par ton dessin. J'ai pas de fil rouge, je me lâche sur un... Ouais.
Donc ça, c'est vraiment une approche de travail qu'un dessinateur peut se permettre de faire, alors que quand on travaille à deux, et surtout quand on est scénariste, on est obligé de structurer le récit plus. Parce que je ne peux pas écrire ce qu'un dessinateur ressent dans sa tête, et surtout lui, c'est un dessinateur, donc il a une perception des choses différentes. Moi, je perçois un personnage, je perçois des faits et tout ça, et je prends dans tout ce qui existe dans la réalité des éléments que je trouve dramatiquement intéressants, qui vont me permettre de raconter une histoire intéressante, qui vont me permettre d'analyser, d'étudier le personnage, de faire un portrait de lui. Et une fois que j'ai fait tout ça, que je l'ai mis en forme, je donne ça à Mezzo, et Mezzo, lui, il s'en empare et il le transforme. En fait, c'est vraiment un travail à quatre mains. Ouais. Après, il y a un moment où on travaille tous les deux, mais lui, c'est lui qui, comme le disait Christophe tout à l'heure, c'est lui qui donne vie. C'est comme faire des plans, et puis après, de le donner à quelqu'un qui, lui, va quand même aussi un peu changer les plans, parce que c'est pas juste un exécutant, c'est très important. C'est quelqu'un, et surtout quelqu'un qui va donner vie, qui va faire la maison, qui va la décorer, qui va la faire jolie. Tu avais dit à Angoulême que tu aimais particulièrement les cases de Kiss the Sky, justement parce que c'était un petit décor à part entière. Chaque case était un petit décor. C'est ce que je dis. Une petite boîte, où il se passe plein de choses. Oui, c'est que les décors, en fait, parce que là, on ne peut pas développer, si tu veux, on ne peut pas développer une journée d'Hendrix pendant 3 pages. Tu parlais d'une feuille qui tombe, ça, tu peux te le permettre. Mais là, en fait, il fallait faire ressentir l'urgence d'une certaine manière, et ce type n'a pas arrêté de courir. Ce qu'il a vécu en 27 ans, il y a des gens qui ne le vivraient pas en 400 ans. Donc, si tu veux, c'était... Et puis, chaque décor, le décor est aussi... C'est un personnage à part entière. Comme la peinture peut l'être, ou une sculpture. Pour moi, un décor, tu vois, c'est comme dans... J'ai cité la dernière fois, quand on avait parlé ensemble, tous ces photographes, si tu veux, de la street photographie des années 60. Alors, Winogrand, Saul Leiter, un petit peu plus, voilà, enfin, il y en a plein. Et en fait, c'est l'homme, dans ce qu'il a créé de plus personnel, c'est la cité. Tu vois, c'est pas l'homme au milieu de la nature, c'est l'homme au milieu de la cité. Et donc, la cité, c'est une construction, c'est une œuvre de l'homme. Tu vois, les murs, les maisons, l'architecture, les lettrages, les typos, et tout, etc. Et ça devait exister. Alors pour moi, je me suis dit, ça doit exister. On aurait pu traiter des bustes sur fond blanc et puis ne faire que des bulles. À ce moment-là, ça aurait été du roman graphique. Non, je plaisante. Donc, si tu veux, voilà, il fallait que je décrive tout ça. Je ne sais plus d'où on est parti. Je disais, comment vous êtes organisé sur tout ce travail de recherche, etc. Il a réuni en fait un tas de documentation. Alors, comme Jean-Michel le dit, sur Robert Johnson, il y en avait beaucoup moins, ce qui permettait aussi un petit peu plus, pas à l'imagination, mais bon, au lyrisme de s'installer. Alors que si tu veux, dans Kiss the Sky, Jimi Hendrix, voilà, tout a été photographié, tout a été vu de dos, de haut, tu vois, à l'intérieur, à l'extérieur, tout ce que tu veux. Et comme malgré tout, même si c'est un roman, je veux dire, c'est aussi le portrait d'une époque et d'une personne ayant existé. Donc la réalité, l'histoire, c'est inclus dans dans l'histoire. La grande histoire, c'est inclus dans la petite histoire. Et en fait, on a décidé, on aurait pu, de faire les bonnes guitares, les bonnes typos, tu vois, même sur une bouteille de bière, la bonne bière de l'époque, tu sais, on en avait parlé. Oui, tu vois, je veux dire, pour pas qu'il y ait d'anachronisme. J'allais pas mettre une bière de 1995 sur une table de 1964. Donc, si tu veux, ça a pris énormément de temps. Et du coup, vous avez dû faire des choix, non, pour le bien de la narration, peut-être pour faire du tri dans toutes ces informations. Oui, c'est ce que je dis tout à l'heure. Oui, tout complètement. À fait. Et après, c'est sur des questions narratives. Ouais. Pour que ça fonctionne, pour qu'il y ait une fluidité, pour que ça soit intéressant. Après, il peut y avoir des redites où il y a des événements qui sont parfois en soi, une anecdote peut être intéressante, amusante, mais elle fonctionne mal dans le récit. Donc à ce moment-là, il vaut mieux, ça n'a pas arrivé beaucoup, je vous rassure, mais parfois il vaut mieux la sacrifier pour le bien du récit, parce que le plus important c'est le récit, que les lecteurs soient pris par l'histoire, par le personnage qui s'identifie et qui rentre dans le truc, qui vive à travers ses yeux et ce qu'il ressent. Et donc effectivement, c'est là que le dessin de Mezzo et le souci du détail sont très importants, parce que plus l'image est fouillée, plus elle est détaillée, plus elle est authentique, plus il y a des détails qui font vrai, plus on se projette dedans. C'est pour ça que je parlais aussi des petites boîtes. Il y a des gens qui arrivent avec moins de moyens, moi je les admire, il n'y a pas de problème, si tu veux. Et
ce que je veux dire aussi, d'où l'importance du point de vue en fait de la mise en scène, c'est que deux dessinateurs n'auraient pas, tu vois, Jean-Michel va décrire une scène dans une boîte de nuit, tu vois, en 1966, à tel endroit. Il me dit, voilà, il se passe ça, et c'est au dessinateur de la montrer ou de la développer. Tu vois, je veux dire, de développer quelques cases. C'est au dessinateur, Christophe n'aurait pas fait la même chose que moi. Il a autre chose dans la tête. Ça aurait été, c'est pas une question de qualité, c'est une question de point de vue différent. Un point de vue, Et ça, cette interprétation, je veux dire, les gens ne s'imaginent pas, je pense, qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'un dessinateur peut remplacer l'autre. Non, c'est absolument faux. Évidemment. C'est une écriture Comme un aussi scénariste forte. ne peut pas remplacer Voilà, un un autre. scénariste ne peut pas. Voilà. Et donc, si tu donnes, veux, ouais. et ce qui est intéressant, c'est de. Et même la même scène, si tu veux, même le personnage. Christophe ne va pas dessiner Jimi Hendrix de la même manière que moi. Il va y voir autre chose. Et même avec une description extrêmement précise de la case écrite par le scénariste et tout ça, on va y mettre sa patte, quoi. Et c'est plutôt bien parce que sinon on serait complètement bridé dans le truc et ça serait frustrant, quoi. Vraiment frustrant. Moi, en tant que scénariste, j'aime bien présenter justement, enfin, mon approche, c'est de dire c'est une proposition. L'intention, Même l'intention. Alors, ouais. donc, par contre, ce qui est important, oui, c'est les intentions. Qu'est-ce qui se passe dans cette page? Qu'est-ce qui se passe dans cette case? Quels sont les enjeux? Ça, c'est important. Parce et lui, il fait. Mais par contre, au niveau du découpage, je propose un découpage, mais qui peut être transformé. Et au niveau de la description, surtout quand je travaille avec Mezzo, après, ça peut être différent, ça dépend, parce qu'il y a des dessinateurs parfois qui demandent un peu. J'essaie d'être le moins directif possible. Je donne des informations. Je lui donne les légumes et après il fait la soupe, lui, il fait le truc. Mais je lui dis pas comment il faut cuisiner. Il y a cette souplesse-là dont tu as besoin quand tu dessines. Oui, bien sûr, mais vraiment. Bien sûr. Sinon c'est. Ah bon voilà, ça dépend des latitudes que tu as. Mais toujours le cadre, pour moi le cadre, c'est-à-dire quand tu es cadré, ça peut générer de l'envie et il faut être malin. Si jamais tu ne peux pas faire ci, tu peux pas faire ça, tu es un peu trop cadré, il faut que tu sois malin et dans ce cadre, tu trouves cette liberté. Bien sûr. Et tu la trouves. Et en fait, le cadre, c'est pas inutile. Bon voilà, alors je parle pas du cadre, le petit cadre, tout ça pour. Je parle du cadre du récit. Voilà. Mais. Et c'est un chouette défi aussi. Oui, non, mais ça, puis moi j'adore. Alors, je viens de la musique, j'adore le binôme, Oui, justement, j'allais vous demander. J'adore le renvoi. J'ai toujours, si tu veux, j'ai commencé à 15 ans, je faisais déjà des groupes, si tu veux, tu vois, jusqu'à l'âge de 22 ans. Et voilà, j'ai toujours travaillé ensemble. Des éléments parce que pour moi, c'est ça la vie. Toi, tu fais ça, et on est ensemble ici, c'est ton travail, son travail, on a le nôtre qui se ressemble un peu plus, mais encore qui est différent, ils ont le leur, et en fait, c'est un assemblage, et c'est cet assemblage qui fait que... Alors après, tout peut sortir de soi, il n'y a pas de problème, mais ça peut être restrictif. Je veux dire, voilà, moi j'adore jouer au ping-pong, si tu veux, on est deux, renvoyer la balle, que Jean-Michel me la renvoie, ou tu vois, et que je lui renvoie. Et en fait... vous impactez le travail l'un de l'autre. Voilà, puis il y a un recul, les premiers yeux, la première paire d'yeux qui voit ce que je fais. Alors c'est la mienne, elle n'est pas toujours... je suis pas toujours gentil avec moi-même, mais si j'ai un retour de Jean-Michel, que ce soit bon ou mauvais, hein, mais si j'ai le premier retour de Jean-Michel, ça va déjà j'en ai besoin, en fait. Il y en a qui en ont moins besoin, et il y en a qui en ont besoin. Et j'aime ça. Tu parlais du fait que tu venais du milieu de la musique, vous êtes tous les deux musiciens, je sais que toi... musicien, c'est un grand mot. On joue la musique. Donc on joue de la musique, on est musicien. Oui, non. Non ? Non, il nous a dit tout à l'heure qu'il valait mieux pas, parce qu'il a du mal à s'écouter lui-même, il valait mieux pas l'écouter. Il est très critique sur son Voilà. Mais moi je fais rien, moi j'ai acheté une guitare, c'est tout, mais quand je la prends en main, mon chat appelle... Tu l'as pas offert ? Non, je l'ai acheté, je voulais essayer, je voulais m'amuser, je voulais découvrir, quoi. C'est pas concluant ? Ben, quand je la prends en main, mon chat appelle la police, donc non. Tout seul, oui, mais même moi, je me supporte pas. Oh non. Non, c'est un carnage. Ok, très bien. C'est ça avec le dessin aussi, parfois. Ah, mais moi, tout le temps. Non, parfois, comme ça. Je comprends, en vrai, je comprends. Et du coup, est-ce que c'est important d'être familier avec l'univers de la musique pour faire une bande dessinée comme celle, comme Kiss the Sky ? Ça, un débat, justement, on a eu un débat comme ça à Angoulême. Oui. Oui. Avec, je suis arrivé à la dernière question. Arrivé à la dernière minute, oui. Mais moi, je pense que ça dépend du projet. Nous, comme on fait un travail qui est très immersif et qu'on essaie de faire rentrer les gens dans l'univers de la musique, d'être le plus réaliste possible,
je trouve que quand on fait de la musique, déjà on est familier avec les instruments, avec l'univers de la musique, les amplis, les pédales, les instruments, l'univers des musiciens, tout ça. On connaît un peu ça, on connaît ces En plus, ambiances-là. sinon, ils vous attendent au tournant, hein, les En fans. plus, Hein. en plus, il y a ça. Donc ça, c'est encore un degré Tous les supérieur. quarts du temps. C'est un degré de documentation qu'on a fait, ça, il n'y a pas de problème. Mais ne serait-ce que pour l'ambiance et le rapport fétichiste à l'instrument, le plaisir de la guitare et tout ça, quand on pratique la musique, on ressent ça. Si on ne la pratique pas, on ne peut pas ressentir ça. Même si on est très calé en musique, qu'on connaît très bien la musique, qu'on aime beaucoup ça, on n'a pas ça. Donc nous, par rapport à notre approche, je pense que ça nous aide, ça nous apporte quelque chose et ça apporte quelque chose à ce qu'on fait, qu'on ait ce rapport un peu fétichiste aux instruments et à l'univers des musiciens. Alors c'est dû au style aussi, c'est quand tu as un style réaliste, si tu veux, bah, tu vas dessiner une guitare qui ressemble à une guitare. Mais si jamais et il y a des très grands dessinateurs qui sont absolument pas réalistes, ils ont juste besoin d'une tige, si tu veux, avec 2 petites clés, tu vois, pour simuler la guitare, et ils le font très bien. Donc si tu veux, alors, dans un projet comme le nôtre, qui était à la fois lyrique, j'espère, enfin bon, voilà, fictionnel, mais en même temps très réaliste biographique aussi, oui. biographique, oui, il était bon, avec mon dessin, que je me renseigne quand même sur... et puis, en ayant été musicien, effectivement, tu sais, moi je suis bassiste, c'est vraiment le point central. Tu regardes le chanteur faire, enfin, comment on appelle ça, les loufoqueries, le guitariste. Se la péter. Ouais, mais c'est même pas se Tu la veux dire péter, que la basse, c'est un instrument qu'on entend, que la personne alors, qui écoute la musique va moins l'écouter, mais en fait elle est c'est là exactement le mot. et elle donne la C'est le mot. substance et Voilà. à la Il y a musique en fait. il y a percevoir et écouter, si tu veux. Il y a Ouais. percevoir et entendre même. Si tu veux, les gens perçoivent la basse dans un groupe, mais ils l'entendent pas. Ils l'incluent dans un tout, si tu veux. Alors évidemment, moi je joue de la basse, donc j'écoute, j'ai l'oreille un petit peu faite pour ça. Mais si tu veux, mais par contre, si tu enlèves la basse, ils disent mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc qui va pas, quoi. Oui. Ah, tu vois, sur les Je- dance floors, qu'est-ce je qui passe pense. quand on coupe la basse? Les gens dansent plus de la même manière. Et Tu moi, je dis fais toujours, l'analogie avec le dessin ou pas du coup Alors le Est-ce dessin. que c'est pour ça que tu donnes autant de détails à chaque case? Alors, il y a aussi des dessins, parfois, qui sont très légers, très beaux, il n'y a pas de problème, mais qu'on peut percevoir. Le texte va passer d'abord, et le dessin, pour moi, ça c'est une des explications que je donne, le dessin va être un levier, si tu veux, au texte, pour éviter, en fait, c'est juste le truc avant le roman, si tu veux. Le roman, c'est que des mots qui t'évoquent des choses. Le roman graphique, je veux dire, on utilise, si tu veux, le dessin comme un levier. Alors, il peut y avoir des beaux moments lyriques, et voilà, mais l'histoire est mise en avant, et ce qui est très bien, c'est autre chose. Voilà, donc là, on perçoit le dessin. Après, moi, j'aime qu'on regarde le dessin. Alors, je suis très j'ai envie de dire, hé, les mecs, regardez, peut-être encore un peu gamin, je dessine bien. Tu vois, je veux dire, bon, j'exagère un peu. Mais si tu veux, je laisse aller le dessin jusqu'au bout, au bout du pinceau. J'en fais, pour certains, trop. Je le conçois très très bien. Et puis, il y a des gens qui trouvent ça extraordinaire de travail. Et alors, il y a juste aussi un truc que je veux dire, et c'est marrant parce qu'on est devant une petite caméra, mais je pense que tous les grands dessinateurs de notre époque sont dans la bande dessinée. Et je le pense réellement. Et je me demande pourquoi la bande dessinée a eu tant de mal à se faire, et a toujours tant de mal à se faire un peu écouter, que ce soit le 9e art, un tout petit peu encore en retrait, même si on a fait des progrès. Parce que le dessin, je veux dire, je vais prendre des dessinateurs que j'aime bien, mais bon, des Munoz, des Bloch, j'aime beaucoup Bloch, ou des grands dessinateurs actuels. S'ils étaient nés au 17e, ils seraient sur les murs d'Orsay. Et si, les peintres d'Orsay étaient nés en 1960 ou 70, eh ben, où est-ce qu'on fait du dessin actuellement? C'est dans la bande dessinée. Ils seraient là. Et alors, on ne les considérerait pas, si tu veux, on les considérait comme des dessinateurs de bande dessinée, mais pas comme des grands peintres ou des trucs comme ça. Et je pense que c'est vraiment, on peut inverser le truc. Enfin, quand tu vois le prix des planches d'Hergé ou de Jacobs, on peut se dire que quand même maintenant, on en est plus... Il y a un progrès, mais il y a encore à faire. Ouais. Tu vois, je veux dire... Enfin, je pense. Mais, Toi, mais Christophe, beaucoup de dessinateurs de BD sont inspirés des peintres et des Egon Schiele, des Daumier, tous ces gens-là. Ils sont allés se nourrir de ça aussi. Tout le monde l'a fait, on le fait tous. Enfin, je pense tous les dessinateurs. Ils ont des influences dans la peinture, même dans la sculpture. Peut-être pas tous, mais en tout cas beaucoup. Mais on va se nourrir de ça aussi, quoi. Toi, Christophe, je viens de poser la question par rapport à est-ce qu'il faut être familier avec l'univers de la musique ou est-ce qu'en tout cas ça aide d'être familier avec l'univers de la musique pour faire
faire une BD comme Kiss the Sky, mais est-ce qu'on peut dire la même chose de l'art, des musées? Est-ce que tu es un adepte en particulier? Moi, j'écoute de la musique H24. Non, pas pour la musique, je parlais justement pour... mais tu peux parler de musique aussi pour si l'art tu veux. Hein. Ouais, je parlais pour l'art, ouais. Est-ce qu'il faut être un crack en art quand on a Ouais. la prétention de faire un bouquin sur un musée? Non. Ok. Non. Je crois pas, Question non. suivante. Non, je crois pas, parce que tu vas me poser des questions sur certains peintres des époques, des peintures, des sculptures, des styles, ce qui s'est passé à cette époque-là. Ouais. Non, je saurais pas répondre, je pourrais pas te dire, je pourrais pas te faire un laïus sur l'art ou de sortir ma science là-dessus, parce que j'en ai pas. Mais par contre, quand je me suis renseigné un minimum aussi, parce qu'il n'y a pas un côté historique, mais tu peux pas non plus raconter n'importe quoi et dessiner n'importe quoi, même si tu t'offres des libertés dans un musée ou des choses comme ça, il y a certaines choses que tu dois respecter, quoi. Henrik, c'est gaucher, si vous l'aviez fait droitier, ça passait pas, quoi. Donc là, à petit niveau, j'ai pas les contraintes qu'ils ont eues, mais tu te dois quand même de respecter certaines choses et de les représenter juste. Donc, suivant certaines peintures, je me suis appliqué à les dessiner bien, correctement, mais que ce soit dans le musée ou dans d'autres bouquins, dans Yellow Cab, le bouquin que j'ai fait sur New York avec des chauffeurs de taxi, je me suis renseigné sur les bagnoles, ce qu'ils conduisaient comme bagnoles, comment, quoi, la forme des clés, la forme des compteurs, comment il arrête un compteur, comment on allume, on éteint un compteur. Quand j'ai adapté le livre de Benoît Cohen, Yellow Cab, il m'a foutu une paire royale pour faire ce bouquin, mais de temps en temps, je l'appelais en me disant, tu m'expliques comment on démarre un compteur de Yellow Cab et comment on l'éteint. Et ça se limite à ensuite juste appuyer sur un bouton, sur un dessin avec une petite case. Mais ce petit truc-là, s'il n'est pas juste, tu as tous les chauffeurs de taxi qui vont te tomber sur le paletot. Bien Quoi. sûr. Ouais. Et c'est un minimum de respect de rendre les choses justes parce que c'est pas respect pour les chauffeurs de taxi, parce que tu as la prétention de raconter une vie de chauffeur de taxi. Quoi. Et est-ce que parfois il y a une part de fiction ou est-ce que vous avez dû prendre des libertés par rapport à la réalité ou pas? Non. Non. Non, de fiction. Je parle de Yellow Cab, je parlais de musée surtout. Est-ce que parfois il y a une part de liberté qui se fait ou est-ce que c'est vraiment fidèle Non, C'est une question pour nous Ouais, aussi. c'est pour nous tout aussi. le Bah, c'est plateau, très hein. différent. Je m'adresse à oui, Christophe c'est parce différent, que ouais. je C'est très parle à différent, lui, c'est mais- deux travaux. Tu veux dire, pour lui, quand il a reproduit comment les... Ouais, est-ce qu'il y a eu Moi, une part... j'ai remis des choses en scène dans le musée avec les gens qui se baladent, leur manière de regarder, leur manière de s'arrêter, comme je disais avant. Mais c'est pas forcément précisément ce que j'ai vu. C'est pas un reportage que j'ai fait. Moi, j'essaye plus de véhiculer une intention ou une émotion ou un moment, quoi. Donc, c'est peut-être une émotion que moi j'ai ressentie, que je retranscris. Oui, donc elle est là, cette prise de liberté. Il y a une forme de prise de liberté tout en essayant de retranscrire l'émotion que j'avais et ce que j'ai ressenti quand je voyais une personne s'arrêter d'une certaine manière devant une toile et la regarder. Alors, je ne l'ai peut-être pas montré comme je l'ai vu à ce moment-là, mais j'ai essayé de retranscrire ça en changeant l'angle, en me mettant autrement, en trouvant une forme au personnage. Mais j'ai fait que essayer de mettre dans le livre tout ce que j'ai pu ressentir et voir. Alors, il y a des choses que j'ai plus ou moins inventées, mais ça reste quand même sur une base, une assise de choses que j'ai pu sentir. Et il y a des choses qui sont effectivement passées, quoi. Plus ou moins comme ça. Okay. Donc t'as un énorme éventail de liberté dans ce genre de choses, mais il y a certaines choses que tu dois respecter et faire de manière juste, tout en étant hyper libre et faire ce que tu veux, quoi. Toi, Robin, en tant qu'éditeur, est-ce que c'est quoi ton rôle vis-à-vis de ça? Est-ce que tu dois vérifier des trucs, des infos, ou tu fais totalement alors, confiance? sur ces projets-là, je ne les ai pas suivis, mais effectivement, on va dire, il y a le pur suivi éditorial, c'est suivre la création au fur et à mesure que l'ouvrage avance. Donc, c'est un peu un privilège qu'on a, nous les éditeurs, c'est qu'on est un peu le premier lecteur d'une BD qui est en train de se construire. Je pense qu'il est là aussi le premier travail, c'est de voir arriver les planches, les lire, éventuellement dire s'il y a des choses qu'on ne comprend pas, s'il y a des choses qu'on pense pouvoir améliorer, etc. Tout en, je pense, laissant une liberté quand même la plus totale possible aux artistes. Et après, c'est vrai que quand on est sur des BD qui vont parler de choses réelles, que ce soit un musée, la vie d'un personnage historique, etc. Ouais, forcément, il faut qu'on soit attentif à ce qu'il y ait un espèce de cahier des charges quand même à respecter. On parlait de Jimi Hendrix, c'est une icône Jimi Hendrix, donc il y a évidemment, tu disais les gardiens du temple, il y a tout ce public-là dont il faut qu'on soit attentif. On se dit si
si nous, Glénat, on fait une BD sur Jimi Hendrix qui se revendique comme étant quand même une espèce de BD de référence sur le personnage, il faut évidemment que tout ce qui soit dedans soit véridique ou en tout cas le plus véridique possible. Là, musée, c'est encore particulier parce que c'est une BD qui a carrément été faite en partenariat avec le musée d'Orsay. Donc alors là, j'imagine qu'il y a eu tout un aller-retour avec les gens du musée Même pour... pas. Même pas Non, même Pas pas. du tout. Non, c'est fou ça. Donc Ils ça, t'ont alors fait ça, confiance. c'est super parce C'était- qu'il y a des fois où c'est pas forcément... Ouais, je fais juste une parenthèse, excuse-moi. Vas-y. Musée, c'est pas une commande. Orsay m'a pas demandé de faire un livre sur Orsay. À aucun moment je les ai vus, j'ai eu de coup de fil ni d'avis. Je suis arrivé chez Glénat, je leur ai dit j'aimerais faire un truc qui se passe à Orsay. Est-ce que Orsay veut bien me donner les droits de représentation des œuvres Oui. et de l'architecture, parce que l'architecture est déposée, ce qui a été le musée, en lui-même, je pouvais le dessiner, mais l'architecte qui a travaillé sur l'habillage, il y a des droits dessus, j'avais pas le droit de le dessiner. Donc j'ai demandé à Orsay, est-ce que donnez-moi les droits de le faire et je vous promets de ne pas écorcher les peintures et pas de vous massacrer enfin de pas trop chambouler, de pas trop chatouiller les œuvres et tout ça quoi. Je vais faire un truc qui va rester dans les clous et tout, mais juste donnez-moi le truc et surtout foutez-moi la paix. Tu l'as pas dit ça. Mais... Non mais je le pensais très fort. Mais effectivement, il peut y avoir dans C'était un peu d'autres le deal. Quoi. dans d'autres cas de figure où il y a des partenariats effectivement avec des œuvres qui sont protégées, l'éditeur, c'est aussi son rôle de vérifier et garantir le fait que les droits de représentation de telle œuvre ou telle photo, si on s'est inspiré d'une photo et qu'on veut la reproduire vraiment quasiment telle quelle, il faut s'assurer que ces droits ils sont disponibles ou en tout cas ils sont comment dire en accord avec la loi quoi, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi dès qu'il s'agit de reproduire des œuvres ou des personnages existants. Donc ouais, je pense que sur ce type de projet, le suivi éditorial il peut être sur deux axes quoi. Il y a le suivi créatif pur. Est-ce que les planches que je lis, elles me plaisent et est-ce que voilà, je m'y retrouve moi en tant qu'éditeur d'un point de vue créatif. Et puis il y a la partie vraiment beaucoup plus légale, juridique quoi, qui est est-ce qu'on est dans les clous de la loi quand on fait ça quoi. C'est quand même un travail de confiance du coup. Oui, évidemment. De toute façon, moi en tout cas c'est comme ça que je conçois le truc, mais tous les projets que je fais avec des auteurs, on est sur un rapport de confiance, j'espère mutuel, mais voilà, c'est vraiment l'idée de. Pas toujours ce qu'on m'a dit. De moi. Non, je peux. Donc, vous avez travaillé sur Robert Johnson et sur Jimi Hendrix. Est-ce qu'il y a un autre artiste sur lequel vous auriez aimé travailler? Pas forcément que vous allez le faire, hein, mais juste vous l'avez en tête, vous dites ah, ça aurait été chouette. Oui, il y en a. Il y a des gens que j'écoute beaucoup plus que Jimi Hendrix, si tu veux, mais l'envie de raconter leur vie, il ne se passe pas autant de choses. C'est pas aussi romanesque que Jimi Hendrix ou Robert Johnson. Alors moi, personnellement, j'ai eu envie de faire Robert Johnson. Je suis allé chercher Jean-Michel parce que, d'abord, c'est un grand joueur de blues, gaucher, donc voilà. Mais je suis allé le chercher parce que il connaît bien son sujet, il connaît beaucoup la musique puisqu'il a travaillé, il était journaliste rock à une époque de sa vie. Lointaine. Hein? Lointaine. Lointaine, tu veux dire maintenant? Ouais, ça c'était une petite saillie, ouais, parce que mais il regrette de vieillir, si tu veux. Mais je lui ai dit que c'était impossible. Voilà. Donc, si tu veux, j'y vais aller chercher parce que j'avais entendu parler de ce personnage par des gens comme Keith Richards, des gens que j'écoute beaucoup, que j'aime beaucoup, et beaucoup d'autres. Et tous ces grands guitaristes ou grands musiciens parlaient souvent de ce bluesman, tu vois. Donc, je suis allé voir un tout petit peu ce que c'était. Il me paraissait assez magique pour le traiter en bande dessinée. Là, j'ai appelé Jean-Michel. Après, pour Jimi Hendrix, c'est moins ma musique que celle de mes aînés, mais je l'ai réécouté, j'ai compris son importance, et surtout, sa vie, c'est incroyable, quoi. Voilà, donc... voilà, mais oui, d'autres artistes, non, je reviens à la fiction immédiatement après, et je ne fais plus de livres que de ce genre. Pardon, hormis le fait où je rejoins Mezzos, sachant qu'en plus, moi, j'ai travaillé aussi sur des portraits de gens du cinéma. Enfin, j'ai fait une actrice qui s'appelle Jane Mansfield, et là je travaille sur Kubrick. Donc c'est des très très gros projets, et je me rends compte là maintenant que je veux plus parce que c'est trop de boulot quoi. C'est trop de boulot. Encore une fois, comme le dit Mezzo, il y a les gardiens du temple, et là avec Kubrick, là je me rends compte que ça devient carrément l'enfer. mais en tout cas, pour répondre à ta question plus précisément, la question c'est pas si on a envie de travailler sur un artiste parce qu'on l'aime bien ou parce qu'on le trouve cool ou qu'on aime bien sa musique, c'est en quoi il nous touche et qu'est-ce qu'on peut raconter à travers sa vie. Et donc sur Robert Johnson, ce qui était clair, c'est qu'on avait tout le contexte de la naissance du blues, c'est-à-dire de la ségrégation,
dans le sud des États-Unis. Et donc ça, c'était tout ce contexte-là. Cette musique, elle est liée vraiment à ça. Donc il y avait tout un travail sur le racisme, la ségrégation. Sur Hendrix, ce qui nous intéressait, c'était, hormis ce qu'on a raconté dans le premier volume, c'est-à-dire aussi ces problèmes de ségrégation sociale et ethnique, le racisme, c'était aussi toute la période des années 60, la contre-culture. C'est-à-dire qu'à travers Hendrix, tout en faisant un portrait d'Hendrix, tout en racontant sa vie, tout ce qui s'est passé, on raconte aussi toute une époque. Toute une époque qui en plus parle et en plus très contemporaine, parce que toutes les valeurs des années 60, toutes les valeurs de la contre-culture sont en train de revenir en force énormément, et on le voit encore plus en ce moment avec tout ce qui se passe. Et donc c'est toutes les valeurs qui sont le respect de la nature, l'écologie, la spiritualité, le rapport au consumérisme, le rapport à la vie, qu'est-ce que je fais de ma vie, à l'épanouissement personnel. Tout ça, ce sont des valeurs très très fortes qui sont vraiment développées dans les années 60, la contre-culture. Après, bon, moi, préfère parler de contre-culture que de hippie. Quand le carcan politique devient trop puissant, si tu veux, il y a un moment donné, il y a une explosion, voilà. Et là, on le vit comme on commence à le vivre comme on l'a vécu dans les années 60. Espérons que ça donnera, si tu veux, de l'espoir et puis du changement. Mais c'est de ça dont on parle maintenant. C'est ça qui nous intéresse. Et le seul personnage qui accompagne cette période-là, c'est Jimi Hendrix avec sa naissance et sa mort. Quand Jimi Hendrix meurt en 1970, le rêve s'éteint, si tu veux. Pas à cause de sa mort, mais à cause de plein de choses. Mais il est l'emblème d'une époque. Et il est comme un papillon, si tu veux. Il y a une chrysalide qui est dans ce livre-là. Et il y a le papillon. Et tu sais comme moi que le papillon, c'est éphémère. Si va se brûler les ailes. C'est un papillon qui va se brûler les ailes. Il y a plein de choses. Ce sera pour le volume 2, ça. Il y a un exercice là-dessus. Même si on a l'impression de connaître bien Jimi Hendrix, on le connaît que par ses frasques, tu vois, extérieures et puis calculées. Finalement, on le connaît que par la com, d'une certaine manière. On le connaît souvent que par quelque chose qui refusait lui. Voilà. Et quand tu rentres dans le personnage, il est, encore une fois, romanesque. Alors, est-ce que j'ai envie, parce que le début de la question c'était ça, de traiter un autre personnage, j'aurais pas le temps. Je repasse à la fiction. C'était dans une hypothèse, c'était pas... Mais je suis très content de l'avoir traité, même si Jean-Michel a insisté, il a eu raison. Je veux dire, parce qu'au début, je trouvais que le boulot était un peu trop colossal, si tu veux, tu vois. Et il t'a eu en te disant qu'il n'y aurait pas que Hendrix. Je lui dis l'Odyssée musicale, le moment magique. Ouais. Alors oui, c'est ça. C'est long l'Odyssée. Je lui ai dit un jour au téléphone, mais ça serait une Odyssée musicale qu'on va faire. Et là, il y a eu un silence. Je suis un fan de Curtis Mayfield. Je veux dire, on parle de Curtis Mayfield. En plus, tel que je le connais pas avec les Impressions, c'était au début. Vous verrez, jeunes gens, il faut écouter tout ça. Il y a une bande son à la fin. Allez-y, je suis sûr que vous allez kiffer. Donc, ça va, j'ai bien. Au top. Christophe, toi, si tu devais... Est-ce que tu as une œuvre préférée dont tu parles dans le musée, une qui te tient à cœur particulièrement? Ouais, je reviens toujours aux statuettes de Daumier, ouais. Ouais, celle-ci. Oui, parce que ça me parle, parce que je les trouve rigolos, parce que je les trouve jolis, mais surtout parce que j'aime le travail de Daumier et ça me bluffe un peu et il avait du talent, cet enfoiré. mais oui, je pense que ça serait, ouais, parce que je me sens le plus proche d'eux. J'ai l'impression de causer avec eux. Ouais. On vient de parler du travail de recherche. Du coup, on va passer à la deuxième partie de cette émission où on va parler davantage du dessin, de dessiner vraiment l'art. Je vous rappelle que vous pouvez gagner pendant ce live avec le hashtag roman graphique, un tote bag Podum plus. Une bande dessinée musée et un Kiss the Sky, voilà. Donc n'hésitez pas à participer. Et on va passer donc à cette deuxième partie d'émission où on va parler davantage de dessiner l'art. Est-ce qu'il y a une pression face à l'idée de dessiner ces œuvres qui ont traversé les siècles, qui sont monumentales et qui sont présentes à Orsay ou... Une pression, non, mais je me la suis mis tout seul, la pression. C'est difficile de représenter une peinture qui a un style à elle ou une sculpture qui a un style à elle avec mon trait. Ça serait prétentieux de n'y coller que mon trait et mon style. Ça serait pas intéressant pour moi de la reproduire tout à fait simplement et de manière de la copier parce que je pourrais faire une photo et coller la photo, quoi. Là où il y avait la pression, c'est arriver à mettre un peu de ma patte dans l'œuvre existante sans la chahuter, sans la bousculer, tout en montrant que c'est moi qui raconte. Donc trouver l'espèce de juste équilibre
entre la fusion de mon trait et le style du peintre, quoi, ou de la sculpture, mais plus dans la peinture, parce que ça reste en 2 dimensions, quoi. Et comme il y a tellement de styles différents à Orsay dans les peintures, moi, j'ai que mon trait à moi. Donc il fallait un petit peu que je navigue un peu là-dedans, quoi. Donc dans le bouquin, à certains moments, certaines peintures sont très précises parce qu'elles devaient raconter, je les ai rendues assez précises et reconnaissables parce qu'elles devaient raconter à elles toutes seules. Tu penses auquel? Oh, j'ai plus en tête là les passages, mais il y a les raboteurs à un moment et je les ai dessinés parce qu'il fallait qu'on reconnaisse la peinture. Et parce que ça bouge, les raboteurs se lèvent parce qu'ils ont mal au dos, ils sortent du cadre et ils reviennent et ils râlent un peu et tout ça. Donc là, je ne pouvais pas me permettre de juste esquisser le tableau. Mais dans des scènes où le tableau était plus ou moins secondaire, il fallait qu'on sache ce que c'est comme tableau. La chose importante à raconter, c'était le premier plan, donc les personnages qui passent devant, qui parlent entre eux et il fallait focaliser sur eux. Là, j'ai effacé un peu le tableau. Je donnais juste l'information qu'il fallait pour qu'on comprenne, mais sans la dessiner plus précisément, quoi. Donc j'ai navigué que là-dedans, quoi. Ton œuvre d'art, enfin, c'est son œuvre, les tableaux d'Orsay ne sont qu'un élément de l'œuvre de Christophe, si je comprends bien. En fait, son œuvre, lui, c'est le rapport des gens avec le tableau. C'est son histoire. Donc les tableaux sont un élément finalement, ils sont importants, mais je pense que c'est un élément pas décoratif, mais déclencheur. Mais oui, je le vois pas reproduire comme il vient de le dire. Ouais, et puis c'était pas moi je montre l'art, c'est je montre comment les gens voient l'art. Oui. Voilà, oui, c'est comme ça que en fait, vous cherchez vraiment à représenter l'expérience dans un musée. Ouais, je me planquais derrière les visiteurs et ce qui m'intéressait surtout, comme je disais au début, c'est les gens qui viennent dans le musée, c'est pas les peintures en elles-mêmes, quoi. Alors si ça peut emmener des gens à aller au musée et à voir les peintures parce qu'ils sont curieux ou à voir les sculptures et machin, c'est génial, c'est super. Mais à la base, c'était pas forcément mon propos, quoi. Bah, de toute façon, tu les fais même vivre les œuvres, donc du coup, Oui. forcément, Et tu je les les- transformes, quoi. Oui, Tu ouais, dois je les changer et te les réapproprier, quoi. Donc ça, c'est aussi, j'imagine, un défi assez intéressant. Je les rends vivants la nuit, ils se réveillent la nuit pour qu'ils puissent raconter, ouais. Donc je les fais parler. Mais tu les fais parler. Ouais, c'est vrai que c'est quand même une pression, quoi. Tu te dis, bon, voilà, qu'est-ce que dirait cette œuvre d'art Mais ouais, je les fais parler, mais sans les esquinter. J'essaie, c'est leur laisser leur personnalité tout en me les appropriant. C'est de jouer avec cet équilibre-là qui était compliqué, quoi. C'est pas trop la ramener, et puis la ramener un peu quand même, parce que c'est quand même mes acteurs, quoi. Mais rester quand même assez effacé derrière. Et ça se joue pas dans la manière de découper, pas dans la narration, pas dans la manière de montrer, ça se joue juste dans le trait, quoi. Et on parlait tout à l'heure du fait qu'il fallait faire attention qu'il n'y ait pas d'anachronisme par rapport au dessin notamment. Mais est-ce qu'il y avait aussi une pression face au fait de dessiner Hendrix? Alors oui, Un peu Oui. quand même. il y en a une puisque c'est une icône. Voilà, comme je le disais dans une autre interview, c'est un peu un super-héros, si tu veux, de ma génération. Mais en fait, je pense que quand on commence comme ça et on s'est décidé, Christophe vous le dira peut-être aussi, Jean-Michel aussi, au départ, il y a une grosse pression. Mais en fait, il y a une inconscience qui s'installe. Enfin, moi, je parle de moi. Hein. Je suis totalement inconscient. Je pars dans le dessin. Le dessin m'intéresse, faire bouger des corps et tout, etc. Mais je me mets, au moment où je dessine, et j'ai décidé de dessiner, j'ai plus aucune pression. Donc justement, je dépressurise, si tu veux, tu vois, je veux dire. Et j'oublie pratiquement l'importance que ce personnage a eu pour les autres. T'es obligé. Voilà, parce que sinon je pourrais pas, tu vois, je veux dire, je me dis, oh là là, mais attends, il a raison, t'es obligé. Donc, automatiquement, je me mets en vitesse de croisière et je deviens inconscient de son importance pour les autres. Ça, il faut qu'il soit... il faut articuler, si tu veux, le personnage et le représenter de façon narrative. Et je le prends comme un autre personnage, comme je dessinerais Milou, je suis désolé pour lui, ou comme je dessinerais, tu vois, un autre personnage. Et voilà, il devient un personnage de fiction. En fait, voilà, ce personnage existant devient un personnage de fiction. Et je suppose que les tableaux deviennent des tableaux de fiction, puisque ça rentre dans une fiction et ça fait partie de cette fiction. Donc c'est ça la transformation dont tu parlais. C'est d'ailleurs comme ça qu'on fait. Bon, heureusement, parce que c'est... Jean-Michel, ouais. Vous Comme vous le sentez. C'est d'ailleurs comme ça qu'on bosse et que... Parce que moi aussi, quand je travaille sur le récit, sur le scénario, je prends Hendrix, quand j'ai pris Robert Johnson, comme un personnage. À partir du moment où on se dit, je ne vais pas faire une biographie documentaire, et je vais faire... Mais Hendrix est un personnage, à ce moment-là, on le traite comme on traiterait un personnage imaginaire.
et on utilise les règles de la fiction, les règles du roman ou du scénario de cinéma ou de bande dessinée pour raconter l'histoire de cette manière-là. Ce qui donne de la vie, une vie particulière. Mais après, en ce qui nous concerne, ça ne trahit pas, on ne romance pas, on n'invente rien. On prend toute la réalité, on s'imprègne. Alors, ça rejoint un peu ce que disait Mezzo. Moi, je me suis imprégné des faits, de la réalité, et à partir de ça, après, moi, je fais comme je le sens. C'est un regard. C'est un peu comme un peintre avec un portrait. On peut dire, un peintre, il n'invente rien, puisqu'en fait, il imite, il recopie la tête de quelqu'un. Mais en fait, non, il recopie la tête à sa manière, comment il ressent. Donc, nous, c'est un peu ça, en fait. C'est du portrait qu'on fait aussi bien en termes d'écriture qu'en termes de dessin. C'est notre regard. C'est notre regard à nous, comme Christophe, je pense, il ne me contredira pas. C'est son regard sur le musée d'Orsay. Si tu démarres un projet, en fait, quand on dessine, on fait que du lâcher prise. On essaye au maximum de se libérer de plein de choses pour ramener un côté spontané, pour arrêter d'avoir les pétoches. Si tu commences une histoire ou si tu commences à dessiner et tu te poses 100 000 questions, à te dire mais qui je suis moi après tant de dessiner qui je suis moi après tant de dessiner une toile comme ça. Alors que arrivé un moment, tu fais un travail sur toi où tu dis bon, je n'ai rien à foutre, j'ai envie de raconter ça, j'ai envie de le raconter comme ça, je me donne les outils qu'il faut. Si l'outil est un peu bancal dans le dessin lui-même, pas dans la narration, parce que ça, tu n'as pas le droit, sinon on ne comprend pas. Mais c'est ma manière de voir le personnage, c'est ma manière de le sentir. Je veux le montrer comme j'ai envie de le montrer, comme je peux le montrer. Et là, c'est un travail sur toi parce que tu dois lâcher prise. Les œufs sont vivants. Et si s'écroule. Si tu ne sais pas lâcher prise, tu n'arrives pas à te détendre et à faire le boulot, à faire le boulot bien, quoi. Et le gros travail, c'est ça. C'est pas faire un joli dessin. C'est mettre l'intention et tes tripes dans le dessin, mais pour ça, il faut te libérer de quelque chose. Ouais, et c'est marrant parce que c'est très éloquent, et donc bravo. Et donc, non mais là... non mais c'est ça, non mais c'est vrai, non, c'est si vraiment ça. J'avais l'habitude de dire, si tu veux, à un moment donné, j'ai donné des cours et tout, etc. à des élèves, hein, et je leur disais, si tu dessines cette femme, en parlant à un garçon, si tu es cette femme, mais t'oublies qui c'est, tu l'es. Je veux dire, si tu dessines ce chien, tu es ce chien. Si tu dessines cette chaise, tu es cette chaise. En fait, quand on dessine, il faut bien comprendre qu'on rentre dans la matière. Si c'est du bois, on ne va pas le dessiner. Hein, dans les dessins réalistes, hein, après, moi, je ne peux parler que de ma manière d'aborder le dessin. Celle de Christophe est peut-être différente. Non, mais il y a de ça. Il y a de ça parce qu'il est aussi réaliste. Et puis, il y a du cartoon et il y a autre chose. Alors je dis pas que le cartoon il va tout en élastique et en caoutchouc si tu veux, mais il y a cette espèce de truc tordu. Alors quand tu es dans le réalisme, tu es l'acteur, c'est-à-dire que je fais bouger Jimi Hendrix, mais c'est moi qui bouge. Puisque je dessine, si tu veux, tu as un directeur d'acteur dans la tête, et tu te dis, voilà, quand il fait ça, quelle expression. Alors je parle pour ma partie, hein. En oubliant l'histoire et la narration, enfin il ne faut jamais l'oublier, mais il a quelque chose à faire, et comment va-t-il le faire? Je ne connais qu'une manière de le faire, c'est la façon dont je le fais. Donc si tu veux, malgré tout, tu mets de toi dans le personnage. Il y a un peu de toi dedans, bien sûr. Voilà, même s'il ne me ressemble pas physiquement et tout. Alors il y a toujours une petite pression quand même, parce qu'il faut qu'il ressemble à Jimi Hendrix et non pas, tu vois, à Rihanna ou tu vois, ou à quelqu'un d'autre. Si tu veux, non mais voilà, fameuse. Et si tu veux, qui danse avec les ministres. J'aurais peut-être voulu être Rihanna un jour. Putain, excusez-moi, j'écorche son nom. J'aurais bien aimé aussi que tu sois. Non, mais. Et si tu veux, voilà. Quand tu joues, quand tu dessines et t'es réaliste, t'es directeur d'acteur. Donc, si tu veux, tu t'empares du personnage et baisse la pression, puisque c'est plus Hendrix. Finalement, c'est soi, quoi. Toi, ouais. Un peu. Un petit peu, ouais. Et le plus difficile, c'est surtout de le rendre vivant, quoi. Il faut qu'on ait l'impression qu'il vive. Ouais. Voilà, bien ou mal dessiné, ou précis ou pas précis. Voilà, à partir du moment où tu sens que ton personnage est vivant, et ben ça fonctionne mieux, quoi. Toi, Christophe, dans ta bande dessinée, tu as utilisé très peu de texte. Oui, mais j'utilise toujours très peu de texte. Enfin, ça dépend. Et pourquoi? Quel effet que tu cherches à produire sur le lecteur? Je ne cherche pas à produire un effet, je suis pas un grand causeur, et c'est dans ma manière d'être.
L'avantage de la bande dessinée, c'est que tu as du texte et de l'image. Tu peux soit dessiner ce que tu sais pas écrire, soit écrire ce que tu sais pas dessiner ou ce que tu veux pas dessiner. Et faire des grands silences dans les bouquins, c'est parce que l'histoire le demande, parce que c'est dans mon tempérament. Dans les scènes de grand silence, ça laisse de la place au lecteur, ça lui laisse le temps de rentrer dedans et de s'approprier l'histoire et de se faire sa musique à lui, ou ses textes à lui, ou ses dialogues à lui. Il m'est arrivé de croiser des gens qui ont lu mes bouquins en dédicace et tout ça, et qui me racontaient un passage d'un bouquin en me disant « Ah, mais au moment où il a fait ça et ça et ça, alors il a dit ça », alors que mon personnage, à ce moment-là, dans ce bouquin, n'a jamais rien dit, en fait. Et ça, c'est un des plus beaux cadeaux, parce que tu te dis « J'ai laissé une porte ouverte », tu as essayé de dire un truc avec un regard, mais pas de manière stratégique, de manière spontanée, tu avais juste cette intention-là, et tu sens que le lecteur en face, il est rentré dans ce que tu voulais. Tu lui as laissé une fenêtre et il a sauté dedans à pieds joints, et il s'est fait sa propre histoire à lui. C'est un peu ce que tu as fait dans Tout seul aussi, qui est aussi dans Tout seul et dans beaucoup de bouquins, dans Un peu de bois et d'acier, où c'est l'histoire d'un banc, où c'est un bouquin de 400 pages, où il n'y a pas une ligne de texte. C'est que des gens qui défilent, c'est qu'un ballet de plein de personnes qui tournent autour d'un banc, qui s'assiedent, qui repartent et tout. C'est plein de petits bouts de vie. Il n'y avait pas une ligne de texte. Mais si j'avais mis du texte dans ce livre-là, ça aurait été que de la surenchère. Ça aurait été que du ah bah je m'assieds, bah oui, t'es con. Oui, ça sert à rien, on le voit. Ou ah j'ai mal, mais oui, mais montre-le avec les yeux, t'as pas besoin de le dire quoi. Mais je trouve dans Musée en plus ça fonctionne vraiment très bien parce que ça reproduit très bien cette sensation qu'on a dans un musée où en fait on n'entend jamais vraiment quelque chose de très précis, mais il y a quand même du brouhaha, des gens qui discutent, et en lisant Musée, les pages muettes de Musée, on a ce brouhaha dans la tête, je trouve. On a vraiment l'impression d'être dans le musée parce que il y a cet effet-là, quoi, qui est que, et les gens que tu disais, chacun entend sa petite musique. Moi, j'entends vraiment cette espèce de bruit de fond qu'il y a dans un musée où tout le monde parle un peu et en fait, on entend. Oui, mais on n'entend rien de vraiment précis, mais on entend quand même toujours un petit truc. Et les gens qui parlent fort, tu les entends aussi. En général, c'est ceux qui t'emmerdent. Ils parlent vraiment fort. C'est les mêmes qui hurlent dans une bibliothèque, quoi. Je sais pas, il y a un côté église un peu, un côté posé. Et, un côté recueillement. Voilà. C'est ça. C'est devant des. Est-ce que, Mezo, tu voulais ajouter quelque chose, non? Toujours. Toujours. J'ai pas saisi le très bien, donc pour une interprétation aussi plus personnelle, du coup, laisser les pages vides aussi. Est-ce que vous pensez que, là, cette question, elle s'adresse à vous tous, en fait. Est-ce que vous pensez que votre BD, elle peut aider les gens à mieux comprendre, par exemple, la musique ou cet univers-là, ou apprécier l'art d'une autre part? T'en parlais un petit peu tout à l'heure, tu disais si ma BD, elle peut permettre aux gens... J'ai pas la prétention de vouloir permettre aux gens de... Si j'arrive dans mes histoires à les rendre curieux pour certains domaines ou certaines choses, j'en serais très flatté et très heureux, quoi. Dans beaucoup de mes bouquins, c'est pas que j'invite les gens à faire des choses, mais j'essaye déjà moi-même de me convaincre qu'il y a moyen de regarder autrement, qu'il y a moyen de prendre le temps, qu'il y a moyen de poser le temps ou le distiller, quoi. Et regarder le quotidien ou les détails futiles avec peut-être un peu plus d'importance. Mais je m'apprends en le faisant, je m'apprends moi-même à le faire, parce que je ne sais pas forcément le faire. Ce lâcher-prise-là, je ne l'ai pas forcément. Et le fait de faire des bouquins et de le raconter, ça m'oblige à me foutre un pied au cul pour le faire. Mais si je peux inviter les gens peut-être à regarder autrement, ou justement... trouver le futile peut-être un peu plus important, ou prendre le temps, ou les rendre curieux, genre c'est quoi un musée, ça ressemble à quoi, ça a l'air chiant, non, ça l'est peut-être pas tant que ça, quoi, ou ça peut l'être à certains moments suivant l'état d'esprit, mais si ça peut les rendre curieux, oui, très bien. Moi je l'écoute et j'ai pas c'est-à-dire que je me pose pas cette question en fait comme ça. En fait, si je fais ce que je fais, ou de la musique comme j'en ai fait avant, ou je dessine, c'est pour trouver, si tu veux, un public, échanger avec lui, et de me dire que je ne suis pas tout seul, en fait, à penser comme ça. Parce que si quelqu'un rentre dans ton livre, a aimé ton livre, et vient te dire « j'ai aimé votre livre », ça veut dire qu'on a une communauté d'esprit, si tu veux. Et je ne me sens pas tout seul, je me sens mieux. En fait, c'est une thérapie totale pour communiquer. Pourtant, voilà, je veux dire... Mais j'ai ça aussi, hein. Je voilà. suis super heureux quand j'ai un retour. Je ne cherche pas le retour. Oui, mais ce que je voulais dire, c'est que comme toi, en fait, je voulais dire, je n'ai pas la prétention de faire aimer Jimi Hendrix ou apprécier Jimi Hendrix à des gens qui ne l'apprécient pas. Par contre, c'est arrivé, il y a des gens qui achètent ce livre pour le travail, parce qu'ils aiment notre travail, mais qui n'écoutent pas Jimi Hendrix et qui, à la limite, ne l'aiment pas, tu vois.
Mais ils sont rentrés dedans, ils ont dit waouh, mais dis donc, ça m'a intéressé, je l'ai écouté, c'est pas si mal. Alors, c'est après coup, si tu veux, ça c'est l'écho. Quand l'écho revient et qu'il est positif comme ça, oui, ça fait du bien. Mais je pense pas à ça quand je le fais. C'était encore plus vrai avec Robert Johnson, parce qu'en fait, Robert Johnson est beaucoup moins connu que Jimi Hendrix. La plupart, enfin très très peu de gens, à part les amateurs de blues ou de rock des années 60, des Stones et tout ça, connaissaient vraiment Robert Johnson. Donc nous, on a eu plein de gens, quand on a fait Love in Vain il y a quelques années, qui sont venus nous voir et qui nous ont dit « Ah, je connaissais pas du tout, j'écoutais pas de blues, et maintenant j'écoute du blues, j'ai compris mieux, et ben, ça m'intéresse, et j'ai adoré ce personnage, j'ai adoré sa musique. » Mais au départ, ils étaient rentrés par l'histoire, par le contexte, par ce dont je parlais, la ségrégation, c'est ça qui les intéressait. Et ça, c'est vraiment super agréable de voir ça, de voir qu'on peut finalement communiquer des choses musicalement et tout ça. Mais c'est pas le but. Le but, c'est pas de faire vendre des disques de Robert Johnson ou de Jimi Hendrix. Ouais, c'est pas stratégiquement. Voilà, mais je pense pas que ce serait dommage que les gens ne regardent pas un livre qui est consacré à quelqu'un parce qu'ils n'aiment pas l'œuvre de cette personne. Oui. Si tu veux, ce qui est important dans ce qu'on a fait, c'est l'histoire d'un gamin qui devient ce qu'il est devenu alors qu'il n'avait pas toutes les cartes au début. Oui. Donc c'est une histoire humaine, c'est ça le plus important. Contre, oui, c'est ça. Et là, ce qu'on essaie de faire, nous, c'est de montrer une image différente de Jimi Hendrix, de dire des choses sur lui qui permettent de comprendre aussi, de comprendre le personnage, mais aussi sa musique. Et il y a pas longtemps, il y a un article qui est sorti, je ne sais plus sur quel support. C'est peut-être celui d'Amblast ou un truc comme ça. Il y a un papier qui est intéressant. Et le journaliste disait, après avoir lu ce bouquin, plus jamais il n'écouterait la musique d'Hendrix de la même manière. Ah oui, ouais. Alors c'est nous faire beaucoup d'honneur, mais c'est simplement. C'est sympa quand même. C'est pas, je pense. Enfin, je le prends pas comme étant. Je le prends pas comme étant forcément un rapport avec la valeur artistique de notre travail, mais simplement parce que dans ce livre, il y a plein d'ingrédients. Dans les informations et dans les images, qui donnent des informations sur Hendrix et donc qui permettent de se connecter après avec son univers artistique. C'est par exemple ses racines indiennes, c'est très intéressant. Son rapport à la bande dessinée, aux comics, à la science-fiction. Si on regarde tout le travail de Hendrix, c'est beaucoup baigné de tout ça. Évidemment, ses racines aussi afro-américaines. Et donc tout ça, c'est ça qu'on essaie de montrer, tous les ingrédients qui fait que tout à coup, une œuvre se construit. Et c'est d'ailleurs vrai, ça a vrai pour tu fais que partager ce que tu aimes, en fait. Exactement. Oui, mais c'est ce que je disais. Et si les gens le partagent avec toi, ça veut dire que tu n'es pas tout seul, encore une fois. C'est quand même, la grande peur d'être tout seul, non, à penser comme on pense. Oui, on cherche tous des connexions avec les gens, alors soit tard le soir dans un bar avec un verre d'alcool parce qu'on se détend. Je donne un exemple, mais si tu veux, voilà, au hasard. Mais si tu fais un livre, au hasard, comme ça, là, ça ne m'inspire pas grand-chose, mais je le donne, quoi. Ou de la musique, si tu veux, de voir une communauté d'esprit quand tu es musicien, que tu es sur scène, quelle que soit la scène, quand tu vois des gens, si tu veux, qui dansent devant toi, alors tu vois pas très bien en général, les grosses scènes sont très sombres, mais tu vois une masse et que tu vois tous ces gens danser, communiquer, oui, ça fait du bien, tu as l'impression d'être là pour quelque chose, ouais, voilà. Tu n'es pas isolé dans ton coin, ça sert en fait de sortir de l'isolement, quoi. Parce que le dessin, c'en est une. Hein, à la différence près, c'est qu'en musique, en live, tu as le retour direct. Oui. Oui. Bah, là tu as le retour 6 mois, 1 an après, même 10 ans, 15 ans après. C'est vrai. Mais quand tu lâches le bébé et tu sais pas. Mais oui, t'as pas la puissance en frontale, quoi. Non, c'est clair. Non, et puis en plus, dessinateur, ça je tiens à le dire, c'est compliqué les dédicaces, parce que les gens, toi tu as la tête baissée, tu fais vite, et t'as pas le temps de communiquer vraiment, tu vois, avec les gens quand il y a beaucoup de gens. Un peu quand même. Un petit peu, ouais, pas assez. Ouais, pas assez. Mais bon, voilà. Ouais, ça va vite, ouais. Puis après, tu regrettes d'avoir communiqué parfois. C'est vrai. Non, mais je plaisante. Mais après, c'est quand même des beaux cadeaux à chaque fois, quoi. Oui, c'est vraiment des beaux cadeaux. Parfois, on a le retour est super. Et tu rentres chez toi gonflé d'énergie, c'est pas l'ego que ça chatouille, tu repars avec l'énergie en te disant. C'est intrinsèque. Tu te dis, ouais, c'est bien mon boulot, quoi. Je comprends. On appelle traditionnellement la bande dessinée le 9e art. Est-ce qu'on peut considérer vos œuvres du coup comme une sorte de mise en abîme artistique, vu que ça parle d'art? C'est pas à nous de répondre, en fait, tu sais. Je pense que c'est une œuvre d'art. Oui, j'en étais sûre que tu allais me dire ça. Non, enfin bon. Je l'avais dit. Le terme de mise en abîme fonctionne mieux pour Christophe, parce qu'on est vraiment dans les arts plastiques
Alors que là, pour nous, je ne suis pas complètement sûr que ce soit de la mise en abîme. C'est une grande question. Il faut que vous ayez 2 jours devant vous. Il faudrait déjà définir l'art, ce que c'est pas que simple. Quoi. Oui, voilà, c'est ce que je me disais. Vu le temps qu'on a passé sur la définition du roman graphique, j'ai envie de vous dire, on va peut-être pas passer autant de temps sur la définition de l'art. Ouais, je sais pas. Non, c'est compliqué. Je peux pas. Je m'attendais à ce que vous soyez désarçonné en vrai. Un objet, quelque chose, un acte, je veux dire, il devient œuvre d'art. En vrai, c'est un peu une œuvre d'art au final, parce qu'on en parlait aussi à Angoulême la dernière fois, ce format carré un peu vinyle, cette couverture avec une texture, le fait que les pages, tu vois, ça c'est un bel objet aussi. Tu te souviens du terme? Du terme? Du terme, là. Le jaspage. Ah, je me rappelais plus. C'est un mot que j'ai appris chez Glénat. Tu vois, on peut apprendre des choses. Le fait que ça soit violet là, c'est trop stylé. Oui, le violet, le jaspage. C'est quand on met une couleur sur la tronche. Toi, t'as Pourquoi pas de il n'y a jaspage, pas de toi, jaspage? Pourquoi j'en ai pas moi C'est ce que disent beaucoup de gens maintenant. Non, mais moi, je Non, pense mais que pour voilà, répondre à oui. la question, je pense que pour moi, c'est une œuvre d'art dans le sens où on disait c'est une vision d'auteur. Alors, c'est auteur avec un S, mais sur un personnage, sur une vérité, tu vois. C'est essayer de capter la vérité de quelque chose. Là, c'est la capter la vérité de Jimi Hendrix. Capter la vérité de c'est quoi un musée, c'est quoi le rapport qu'on entretient avec les œuvres et tout. Bah, tout ça, c'est une proposition artistique. Donc oui, pour moi, chaque bande dessinée est en soi une œuvre d'art. Donc après, est-ce que c'est plus noble si c'est du roman graphique ou de la bande dessinée? Je ne sais pas. Mais à partir du moment où on a un artiste qui offre une proposition sur un personnage, une thématique, Oui, etc., c'est une œuvre d'art en fait. C'est sur le terme de mise en abîme que moi j'avais un doute, en tout cas sur ce qu'on fait nous. Je pense que... Bah, c'en est une factuellement, je pense. Oui, mais peut-être une comédie musicale. J'espère qu'il n'y en aura jamais. Mais sur Jimi Hendrix, ce serait plus proche de... Parce qu'on est sur des supports qui correspondent. Bah, surtout que vous parlez de musique en bande dessinée, qui est un art par essence muet, donc forcément il y a un truc. Alors nous, c'est ça qui nous intéresse. Voilà, c'est ça, c'est le défi, il est là aussi. C'est le défi. Oui, on va. Justement, vous me faites une superbe transition parce qu'on va en parler dans la. Là, c'est des œuvres visuelles qui sont. Mais voilà, il n'y a pas que du visuel aussi dans un livre. Je crois qu'à partir du moment où c'est fait avec honnêteté, sincérité et dans le but de véhiculer une émotion, on peut plaquer le mot art dessus. Ouais. Voilà. Alors, je me suis dit que ça serait, plutôt au revoir. Conseil de tonton Et je vais te remontrer mes choses. Une dernière fois, je me suis dit, ça serait peut-être drôle d'inverser les rôles. Et Christophe, si tu devais faire une BD sur un musicien, un chanteur, ça serait qui? Oh, ça c'est une bonne question. Ah ouais. J'aurais adoré bosser sur Robert Johnson. Ah ouais? Dommage. Ça a déjà été fait là. J'aurais adoré. Mais là, de but en blanc, je sais pas. Tu peux le faire. Si tu veux réfléchir, ça serait une autre proposition. j'ai ma deuxième question. Et... donc ce serait nous, je crois deviner ta question. Ouais, j'allais vous demander si tu devais faire une BD sur un musée ou sur une œuvre d'art, vous choisiriez laquelle? Sur une œuvre d'art ou sur un artiste? Un musée, une œuvre d'art. Un tableau. Moi j'aimerais bien faire à un moment donné, j'ai pensé sur un sculpteur allemand qui s'appelle Messerschmitt, qui a travaillé sur les expressions, qui était fou. Alors après, c'est son histoire aussi, parce qu'elle est romanesque et qui est devenu fou. Il est devenu fou aussi en partie parce qu'il faisait des bustes en plomb, et que les émanations de plomb, ont eu des influences. Et donc, c'est un rapport avec la folie. Et moi, la folie, comme beaucoup de gens, je crois, c'est un truc qui m'intéresse. Artistiquement, c'est aussi intéressant. Mais il a travaillé sur les expressions faciales. Messerschmitt, c'est comme les avions. Là. Comme les avions. Et sur les expressions de colère, de souffrance, de douleur, et tout ça, c'est extrêmement puissant. Et je sais pas, c'est ce qui me vient à l'esprit, mais il y a certainement d'autres trucs. Mezzo, t'as une idée? Oui, j'ai une idée, mais très, très ancrée. Mais t'as cassé t'as cassé tout le cadre là de la régie. Regarde. Ouais, regarde. Ouais. Voilà, tu vois. On voit plus Jean-Michel. Comment on fait? Bah oui. Mais tu t'es avancé. Fallait me le dire. Bah je te le dis. Ça fait pas longtemps, t'inquiète. C'est inconscient. Allez. Oui, c'est inconscient, mais c'est quand même un acte inconscient. Je veux dire, c'est bon, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Tu m'as troublé avec ça. Oui, pardon, excuse-moi, je te disais. Comment dire? Oui, alors en fait, moi j'ai un projet que j'ai casé quelque part, seul, de parler d'œuvres d'art, mais bon, après, voilà, si je le dévoile, c'est de rentrer dans le tableau et de me dire, bon, c'est une scène figée. Alors, ça paraîtrait commun comme ça, mais c'est vachement compliqué. Voilà, c'est donc... oui, alors il y a plusieurs peintres que j'admire beaucoup et des univers que j'ai envie il y a Félix Vallotton par exemple que j'aime, que je mets au-dessus, autant en peinture qu'en dessin. Il faudrait regarder, c'est vraiment très très beau,
Alors lui, c'est vraiment le roi du vide. C'est un peu celui qui a inspiré Pellert. À mon avis, j'ai pas lu de choses Hopper. Si tu veux, entre Vallotton et Hopper, Vallotton, c'est un des premiers que je vois du début du XXe siècle, donc, de faire des cadres très cinéma, avec porte après porte et tout, des personnages qui disparaissent à moitié et tout, etc. Et c'est passionnant de rentrer dans son univers pour moi. Donc c'est de faire une histoire autour de ça. Oui, alors, bon, Vallotton, oui, j'aurais bien aimé le traiter, mais pas par ses œuvres d'art. Hopper aussi. Donc j'aurais aussi, alors lui c'est vraiment, c'est l'humain perdu, un tout petit peu comme la street photographie, l'humain perdu dans ce qu'il a construit si tu veux. Alors tu vois, il est seul, il a une femme seule sur un lit qui regarde par la fenêtre, et c'est une mise en abîme de la pensée si tu veux, et de la solitude. Souvent un homme égaré dans un troquet qui fait un angle, tu vois, il y a personne dans la rue, tu vois, c'est cette espèce de solitude face, si tu veux, à l'architecture et et cette espèce de vide qui peut nous habiter de temps en temps. Tu sais, quand on se retrouve tout seul. Enfin, toi, je sais pas, peut-être que ça t'arrive pas. Si, j'adore. Moi, souvent, je m'arrête, je suis dans un troquet, il n'y a pratiquement personne. Alors, c'est ni triste, ni pas triste, mais c'est une ambiance particulière, si tu veux. Et bon, voilà, j'aime beaucoup ces peintres-là, mais c'est de rentrer dans leur univers. Tu vois, comme si tu rentrais dans un tableau et tu faisais vivre, en fait, qu'est-ce que fait ce personnage après avoir bu le café qu'il est en train de boire. Où est-ce qu'il va? De quoi vit-il? Ou, tu vois, je veux dire, tu vois, c'est... donc, de construire une histoire comme ça, mais je vais dévoiler quelque chose que oui, là, bien tu aimé faire. dévoiles quelque chose que tu essayes de garder, là. Ouais, non, on mais sait bon, pas. de toute façon, à la vitesse où je vais dire, il faudra Tu vas être rattrapé. une seconde vie pour le traiter, mais oui, c'est ça m'intéresse. D'ailleurs, je vais prendre ce livre que j'ai pas lu. Le chat dit, dis-nous, là, dis-nous. Immédiatement, si tu veux, après, ça me rend très curieux. Parce que ça, Ouais, c'est un truc que j'ai déjà... Emmène. On le disait tout à l'heure, quand je suis dans un musée... alors un musée, c'est très différent. Tu pourrais faire ça dans un zoo aussi. Moi, le zoo, c'est pas que les animaux ne m'intéressent pas, mais c'est les gens qui regardent les animaux. T'as une gamme... une terrasse de bistrot, tu peux... Voilà, c'est ça. Mais là, ce qui est intéressant, c'est le rapport avec l'art. Et voilà, que chacun a avec l'art. Il y en a qui le sacralisent. Il y en a qui vont simplement là-dedans pour se montrer. Tu vois, très classe. Je suis persuadé qu'il y a des gens qui vont au musée et qui regardent pas les tableaux. Si tu veux, voilà, ils circulent, ils sont bien sapés, ils sont dans un truc, ils se montrent, ils prennent un air. Non, mais si tu veux, c'est tout ce que l'homme recèle de plus sombre, si tu veux. Mais tu vois, ça doit être bourré de quelques de psychopathes, si tu veux. Tu vois, je veux dire. Donc, mais voilà, je veux dire, bon. Non, mais les musées, c'est super intéressant. Enfin, voilà, je sais plus ce que tu me posais. Je te disais si tu devais faire une BD sur un musée ou sur une œuvre d'art, mais tu y as très bien répondu. Œuvre d'art, bon, voilà, la musique, c'est terminé parce que c'est beaucoup de choses. Mais ouais, voilà. Christophe, tu as pu réfléchir, toi? Ouais, ça serait peut-être Chet Baker. Ouais. Trompettiste de jazz qui est tombé dans la dope, beau mec, crooner et tout, qui est tombé dans la dope, ça l'a ravagé, il a eu des histoires de dope, il s'est fait casser les dents. Au sommet de sa gloire, il s'est fait casser les dents par des dealers, je crois. Et il a recommencé à réapprendre à jouer de la trompette avec des dents qu'on lui a refait et tout et tout. Et après, c'est peut-être pas forcément très joyeux sa vie, quoi. Celle de Jimi Hendrix, en tout cas dans le premier volume, elle n'est pas toujours très joyeuse. Sacré parcours, le monsieur. C'est pas encore plus glorieux. Il y a des moments de lumière, si tu veux. Mais en fait, toutes les grandes stars, en fait, elles sont, musicales, elles ne sont bien que sur scène, en fait, et quand elles jouent. Bien sûr. À côté, je veux dire, voilà, on l'a déjà dit ensemble. Lui, c'était encore pire. Ce qui forge des personnages comme ça, c'est les cicatrices. Souvent, je veux dire, quand la vie te satisfait et qu'elle s'offre à toi de façon, tu vois, agréable, tu peux avoir envie de faire de créer, de t'exprimer autrement, si tu veux. Mais souvent, quand je rencontre mes pairs, que ce soit des dessinateurs, des écrivains, des peintres, enfin bon, ce que tu veux, ils ont toujours eu un peu une... Il y a quelque chose où on met c'est pas pour les mettre au-dessus, mais il y a un pas de côté pour observer. C'est des observateurs, si tu veux. C'est moins des acteurs. Tu vois, dans mes cités, moi j'habitais dans les cités quand j'étais gamin, tu avais tous les gamins qui allaient jouer au foot en bas. Moi je les observais de mon balcon, si tu veux. Je n'allais pas jouer au foot. Je préférais être seul dans ma piole,
quand je pouvais l'être, en tout cas voilà, et puis lire, m'inventer des mondes. Et ça ne veut pas dire que ceux qui... Mais il y a des gens qui sont sociaux et sociables, si tu veux. Voilà. Et puis il y a des gens qui le sont moins, qui s'isolent plus, et souvent, les artistes que j'ai rencontrés ont au moins eu une enfance comme ça. Moi, après, Des blessures, forcément. Voilà. Bon, après, à plus grande... Tout le monde a des blessures, tout le monde. Mais il y a des gens qui s'en remettent mieux. Il y a des gens qui ont besoin de faire ça, et je pense que c'est une thérapie. Enfin, j'explique mais alors après, la psychologie de bazar, mais enfin bon, c'est un petit peu ça, quoi. Après, si on parle de Hendrix ou de Chet Baker, Oui, enfin, c'est- parce là, que c'est un niveau, on était parti de ça, c'est qu'à ça vient s'ajouter un crocodile. une autre question qui est la question du succès. La question du succès et d'être exposé en permanence au public. Et donc de devenir un personnage public et de devoir affronter en fait aussi tout le business. C'est ce qu'on racontera d'ailleurs dans le... C'est que nous, c'est vrai qu'au niveau où on travaille, on n'a pas cette pression-là que peuvent avoir des acteurs ou des musiciens qui doivent faire des concerts, des tournées, et qui sont ultra connus et surexposés et qui sont pressurisés par le business. Et donc là, l'exemple de Chet Baker, c'est moins vrai que Hendrix parce que le jazz, c'est pas le même marché. Mais Chet Baker, il y avait quand même une énorme pression, et évidemment, après, les problèmes de drogue sont souvent liés à cette pression-là. Une pression de création, parce que dans le jazz, dans l'univers du jazz, surtout de cette époque-là, il y avait des standards d'exigence de création super importants, beaucoup de concurrence entre les musiciens, et donc je suis à peu près sûr que ce rapport aussi à la dope, qui était très important chez à peu près tous les musiciens de jazz de cette époque-là, même d'avant. Ah, c'était des portes de sortie, oui, bien sûr. Il y a un point commun entre vos deux bandes dessinées, c'est que le dessin est totalement en noir et blanc. Et du coup, je me demandais, alors je sais, je vous l'ai déjà posé la question, donc j'ai déjà la réponse, on en reparlera quand même rapidement après. Toi, Christophe, du coup, pourquoi le noir et blanc? Parce que je suis daltonien. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, parce que l'histoire ne demande pas de couleur. Et parce que j'aime le noir et blanc. Parce que j'aime bien le défi d'amener une atmosphère et une ambiance juste avec le noir et blanc. Parce que quand le noir et blanc se suffit à raconter quelque chose, je vais pas mettre de la couleur. J'ai fait quelques livres en couleur, avec des couleurs peut-être un peu particulières, mais j'ai fait des livres en couleur parce que les histoires demandaient de la couleur. J'avais besoin, la couleur était un élément supplémentaire pour raconter. J'avais besoin de cet outil-là en plus pour raconter. Et il trouvait toute son importance dans ce que je voulais raconter. J'ai adapté un Jack London qui s'appelle Construire un feu, où un gars traverse le Yukon et essaye d'allumer un feu pour survivre, pour pas mourir, quoi. Et tout le bouquin était quasiment en noir et blanc avec quelques petites teintes de couleur, mais les seuls moments où il y avait de la couleur et de la chaleur, c'est quand il arrivait à allumer le feu. Il y a juste les flammes qui étaient rouges. Donc là, la couleur prenait vraiment toute son importance. Après, j'aime ça, c'est tout. J'aime le noir et blanc. Et pour Kiss the Sky, justement, le deuxième tome sera, lui, en couleur. Donc c'est là, en fait, ça rejoint ce que dit Christophe, finalement. Bah ouais, c'est quand la couleur, elle prend son sens. Quand elle est utile, quand elle est utile pour le scénario, pour le développement de l'histoire, elle est là. Si tu veux, beaucoup de couleurs en bande dessinée, jusqu'ici, ont été faites pour vendre. Je veux dire, moi, quand j'ai fait Les Désarmés, qui est le premier livre que j'ai fait avec Michel Pyrrhus, l'éditeur nous a demandé de le mettre en couleur, on le voulait en noir et blanc, parce qu'il était trop tôt. Les gens aiment la couleur. C'est plus facile, c'est comme c'est le plus cinéma. facile d'accès, C'est comme au c'est cinéma, plus le proche cinéma en d'une noir et forme blanc, de c'est réalité, etc. Donc, et puis, ça fait joli. Il y a de la déco, si tu veux, là-dedans. Après, là, Christophe élève le débat en disant il y a des livres qui n'ont pas besoin de couleur, il y a des livres qui ont besoin de couleur. Si la couleur est utile, encore une fois, au scénario, et comme on traite Kiss the Sky, c'est le blues, c'est l'enfance très sombre de Jimi Hendrix. C'est l'ombre, c'est la période d'ombre. C'est une période d'ombre, voilà, c'est ça. Et c'est, voilà. Donc, si tu veux, la couleur n'était pas utile, mais là, on va rentrer dans une période où justement tout s'ouvre. Les fleurs s'ouvrent, j'ai envie de dire, le flower power, et tout, etc. Bon, alors tu as le pop art, les 70s, les psychédéliques. Voilà, le swinging London avec toutes les couleurs, le psychédélisme. Comment traiter le psychédélisme sans couleur? Ouais. Donc, si tu veux, ça pourrait se faire, mais ce toute serait moins... la question sur le volume 2 sera d'essayer d'utiliser la couleur de manière expressive, comme le noir et blanc
est utilisé de manière expressive par Christophe ou Mezzo. Ça affecte le C'est que ton de la BD aussi. Voilà, du le noir coup. et blanc, c'est une expressivité plus forte que la bande dessinée en couleur. Je trouve qu'il y a un truc qui est plus fort, il y a quelque chose qui est plus à l'os et qui... Et ça a surtout un sens, ouais. Oui, c'est Ça a ça, un faut que sens, ça apporte Il y a quelque quelque chose. chose qui touche. C'est Il y a cette phrase de Vallotton, là, mais bon, Vallotton disait que Que- il faut respecter le noir. Le noir ne se prostitue pas. Il est le véhicule de l'esprit bien plus que la palette de couleurs. plus que la couleur. Donc voilà, c'est, bon, après, cette idée, c'est après de ça, dire que, en c'est fait, beau. le noir et blanc suffit à exprimer quelque chose fort et qu'il l'exprime de manière va y plus aller. forte. Et plus... Est-ce que du coup, ça. Bon, voilà, on peut conclure sur ça là. Mais je voulais juste finir sur un Non, truc, non, pardon. Vas-y, je t'en prie. C'est que, oui, la deuxième partie sera en couleur, mais elle ne sera pas en couleur juste pour faire joli ou pour donner envie, comme disait Mezzo, comme c'est le cas souvent. Mais nous, justement, comme on est obligé, c'est une contrainte pour la deuxième partie, psyché, swinging London pop art, etc., de jouer sur la couleur, on va essayer, et surtout lui, parce que c'est plus son taf que le mien, Enfin, c'est celui- de travailler, et de la coloriste qui Oui, parce s'appelle... que je Ah oui. travaillerai Oui. avec une personne que coloriste. j'admire beaucoup, Véronique Doré, Oui. qui est une grande dessinatrice à côté de ça en plus, et qui fait des couleurs merveilleuses, et surtout des couleurs intelligentes. Voilà. C'est-à-dire quand l'ambiance le veut, et l'expressionnisme, l'expressionnisme était très noir et blanc, mais il y a eu de la couleur dans l'expressionnisme aussi. Tu vois, on pouvait avoir un ciel rouge, ne veut pas dire la même chose qu'un ciel bleu. Tu vois, je veux dire, il y a une intention dans la couleur, il y a aussi une intention narrative, et tu vois, et d'ambiance et tout, etc. Mais trop souvent, effectivement, dans certaines bandes dessinées, je reviens là-dessus, c'est un argument de vente, parce que, voilà. Et bon, c'est louable, je veux dire, si on joue avec le système, voilà, mais si on veut vraiment aller au bout du bout, il faut utiliser la couleur dans la narration, il faut lui donner Voilà, c'est ce qu'on va essayer de faire. une importance, voilà. T'en penses quoi, Je Robin pense que ça allait de moins en moins. C'est vrai qu'il Oui. y a eu une tradition on dit la couleur c'est plus grand public que le noir et blanc. Et Je pense puis, qu'aujourd'hui, encore une fois, peut-être avec l'avènement du roman graphique, puisque le roman graphique c'est quelque chose qui traditionnellement se pensait plutôt en noir et blanc, même si ça a évolué. Les gens sont beaucoup plus ouverts maintenant à lire du noir et blanc et à pas ressentir l'absence de couleur comme un handicap, quelque chose qui va véhiculer moins d'informations. Encore une fois, il faut juste que ce soit au service du récit. On prend l'expression de bande dessinée la plus populaire à l'heure actuelle, c'est le manga, c'est du noir et blanc et c'est lu par des millions de personnes. Donc oui, c'est ça, ouais, bien c'est sûr, pas du tout un frein ou quelque chose qui finalement va rebuter les gens. Je pense qu'il faut Non, mais vraiment le noir et blanc, réfléchir. il a fallu qu'ils se battent. Mais pour c'est se ça, faire, mais ça par ce contre, que- tu as bien, à travers les années, raison de le souligner. Mais je pense Et que maintenant, voilà. on est plus mûr pour s'adapter. En fait, il faut juste que la Voilà. couleur, le noir et blanc, tout ça soit vraiment au service de l'histoire qu'on raconte. Bon, puis j'aimerais pas paraître élitiste en disant que, si tu veux, même les couleurs simplement esthétiques, si ça suffit au récit pour que ce soit plus agréable à l'œil et tout, etc., j'ai rien contre. Hein, je veux dire, c'est pas, je voudrais pas mettre à la poubelle tout un tas de séries. Voilà, moi j'ai jamais apprécié vraiment les couleurs dans Astérix ou dans. C'est pas important pour le lire, hein, mais c'est plus joli, ça donne plus de présence. Bon, voilà, on distingue mieux les masses. Je veux dire, la BD populaire a beaucoup de richesse. Je veux dire, après, quand on essaye, je dis pas que ça se l'est pas, mais c'est plus dur, effectivement, d'aborder un truc comme ça, très noir, très dense, etc., qu'une BD en couleur, avec, voilà. Ouais, je comprends. Et du coup, par exemple, Christophe, pour toi, est-ce que ça facilite la reproduction des œuvres déjà existantes ou pas du tout, le fait d'utiliser du noir et blanc? Ou est-ce qu'au contraire, tu penses que Des œuvres d'Orsay ou... Ouais, exactement. Ah non, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais, voilà. Ah non, C'est ma vraiment- question, justement. Je me suis arraché les Ouais. cheveux, il m'en reste un peu encore, ça va. Non, bien sûr, c'est super compliqué, quoi. Mais je tenais à faire du noir et blanc, mais ça, c'était un des gros problèmes aussi. On en revient à ce que je disais sur le style graphique, quoi. Comment je peux aller à l'essentiel pour qu'on reconnaisse la toile, pour qu'elle ait l'air chouette et que j'ai pas les couleurs, mais ça aurait été tellement anecdotique de juste les mettre en couleur et de les rendre plus évidentes parce qu'elles sont en couleur. Mais Et là, on voit les raboteurs de Caillebotte, ouais. justement. Mais- C'est tout un travail d'ombre et de lumière, du coup. c'est un boulot de lecture, la reconnaître. Voilà. Mais je sais que si j'avais eu besoin de couleurs spécifiques pour raconter un truc spécifique, j'en aurais peut-être mis, quoi. Mais ça a été compliqué, ouais,
du parti pris du noir et blanc pour ce livre-là, ouais. C'était un peu le truc auquel je me suis heurté. Ouais. Donc c'était un vrai challenge, quoi. En même temps, tu synthétises, tu te rends compte que si c'était en couleur, il fallait reproduire tous les tableaux en couleur. C'est aussi c'est un autre arrachage de poils, quoi, de cheveux. Et ça n'aurait rien apporté. Et puis ça n'aurait rien apporté. Il n'y aurait pas eu d'intérêt. On n'aurait fait que perdre du temps. Et puis moi, j'aurais mis quelques années de plus à le faire et je ne voyais pas l'intérêt. Le côté synthétique du noir et blanc, c'est vachement intéressant. C'est une écriture en soi. Il faut synthétiser. Alors voilà. Alors moi je synthétise, si tu veux, les couleurs. Bon, les formes, non. Tout le monde l'aura vu. J'ai du mal à synthétiser. Mais voilà, enfin c'est. Moi j'aime le noir et blanc. En plus, ça laisse une place, si tu veux, au lecteur. Ouais. Un rôle. Et comment voilà. du coup on crée du contraste et de la profondeur avec cette palette limitée c'est quoi les outils? C'est une bonne question. T'as une semaine? Non, en plus pas du tout pour le coup. Soit tu tends vers la simplicité, tu cherches la lecture, soit tu te fais plaisir et tu tombes dans du dessin qui va peut-être charger, qui n'est pas nécessaire. C'est toujours un équilibre entre en faire trop et pas assez. Ouais. Donc arrivé à un moment, tu tranches et tu vas vers le... Tu sais pas comment tu y vas, mais tu fais au mieux parce que tu as envie de mettre une ambiance et une atmosphère, et ça c'est l'histoire qui le demande, un effet de lumière, mais qui soit juste, tout en étant lisible, tout en étant sans esbrouffer, quoi, sans trop esbrouffer. Mais le noir et blanc permet tout ça, mettre une ambiance en place très très vite. Oui. Quelques images, c'est bon, t'es dans le truc, quoi. Et ça permet d'avoir une lecture une lecture claire aussi, quoi. Mais on fait que se battre avec ça, le noir et blanc. Ah ouais, c'est compliqué. Ouais. On fait que se bagarrer, ouais. J'admire le clair-obscur, je veux dire, depuis même le ténébrisme, depuis longtemps. Et en fait, tous les grands films, si tu veux, de la période années 30 et tout, etc., en fait, ce qui est important pour moi, c'est la lumière. Parce que rien qu'avec la lumière, si tu éclaires un visage du bas, ça va donner une intensité, tu vois, un peu dramatique, différente, que si tu as un éclairage midi, si tu veux, voilà. Et c'est tout un jeu de lumière, et un équilibre, et c'est vrai qu'on se bat en permanence dans une case, quand on dessine, en tout cas. Alors moi j'ai choisi la complexité, le détail, je parle beaucoup, vous l'aurez remarqué, donc en dessin aussi. Donc si tu veux, c'est un peu de la sculpture, moi je cherche le relief pour être au plus près de... Mais y a les gens que j'admire le plus, c'est des gens qui ont 3 traits et puis qui arrivent à s'exprimer et à signifier de manière incroyable. Ouais. Quoi. Moi, Oui, Winston McKay, je reviens dessus, tu as un petit bonhomme qui lance une boule de neige, tu le vois juste de dos sur une jambe avec le pied, tu sais, comme ça, tu vois pas les bras, mais tu vois la boule qui est au-dessus, et tu as compris, l'intention, si tu veux, l'intention ouais. et tout. Et en plus, il dessine d'un réalisme parfait, c'est un grand bonhomme, mais il y en a plein. Et souvent ce qu'on voit pas, c'est que les gens qui font 3 traits, c'est Pratt qui faisait un cercle avec 3 points dedans, il y en avait un caillou et on savait que c'était du granit. Foiré. Mais souvent, les gens qui ont 3 traits, on voit pas qu'ils en ont fait 50 et gommé 47 aussi. Oui, d'accord, oui, je vois. Tu tends vers la simplicité, tu enlèves. Au début, tu as tendance à en faire trop et tu te rends compte que c'est trop. Il t'enlève. Bon, tu trouves que c'est trop? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Non, mais attends, t'as le droit d'ailleurs. On va en discuter après hors caméra. On en reparlera. Et c'est pas la question de charger une image. Non, voilà, c'est ça, oui. C'est pas la question de dessiner des choses complexes ou qu'il y ait beaucoup de choses. Tu peux dessiner beaucoup de choses et trouver la lumière qui va pour que ça la rende encore plus forte, quoi. Ou tu peux dessiner une chose très simple et avec un ray de lumière ou juste une silhouette peut raconter, quoi. Et c'est ce que Mezzo disait au début. Tu nous demandes à chacun de dessiner une pomme de terre éclairée par une lampe artificielle. Il va dessiner la pomme de terre à sa façon et moi à la mienne. Et tu vas les regarder, les pommes de terre n'auront pas le même goût. Ça va pas être la même variété, ça va pas être machin, je sais pas. Après, c'est con, hein, comme exemple, la pomme de terre. Mais non, mais je comprends, c'est ce qu'on disait au début en plus. C'est bien. Toi, Robin, bien surréaliste, t'es l'éditeur de La plus belle couleur du monde, oui. qui était donc chez Glénat, et qui met aussi l'art en scène. Ça parle aussi d'art, mais cette fois-ci en couleur. Tu peux nous expliquer alors en quoi là, clairement, le titre même, La plus belle couleur du monde, c'est tout un programme. Là, on parlait de mise en abîme tout à l'heure. C'est vrai que c'est un ouvrage qui
qui est plus une mise en abîme du travail sur l'art, puisqu'en fait ça se passe vraiment, alors ça se passe en Chine dans les années 90, dans une école d'art, donc on suit des étudiants en art et qui vont vivre leur vie d'étudiant, enfin c'est plutôt des lycéens avec option art, mais bon bref, ils vont chacun vivre leur petite vie de lycéen avec de la romance, peut-être même du harcèlement scolaire, des choses comme ça, vraiment une vie de lycéen, mais où au centre de tout ça, il y a je suis en train d'apprendre l'art, et en l'occurrence, le personnage principal est un jeune garçon qui justement dessine très bien en noir et blanc, et il sait faire du trait, etc., mais la couleur, il n'y arrive pas, il ne comprend pas comment ça marche, et donc tout le principe du bouquin, c'est qu'il va se rapprocher d'une autre jeune fille dont il est un peu secrètement amoureux, mais aussi parce qu'elle maîtrise super bien la couleur, et il va essayer de comprendre qu'est-ce qui fait qu'elle arrive à mettre les choses en couleur, à reproduire la réalité, en tout cas le plus de réalisme possible dans les couleurs, là où lui, il n'y arrive pas. Et donc c'est vrai que là, forcément, la couleur, elle est centrale dans l'histoire. Donc c'était un petit peu évident que l'auteur aussi fasse un gros travail sur les couleurs. Il y a des planches qui sont très belles, où justement, il va essayer de capter un espèce de soleil couchant, où le ciel devient un peu rose, etc. Donc il y a vraiment cette mise en abîme du titre même, qui est la plus belle couleur du monde. C'est évidemment quelque chose c'est une question qui n'a pas de réponse. Quelle est la plus belle couleur du monde? Personne ne peut répondre à cette question, parce que tout le monde a une couleur préférée. Et évidemment, oui ou pas. Mais le principe, c'est d'essayer de raconter par l'apprentissage de ce personnage, de cette technique, de comment on met en couleur les choses, aussi un espèce d'apprentissage personnel sur la vie, sur qui il aime, etc. Et donc c'est vrai que c'est pareil, je trouve que c'est là où la bande dessinée, elle est très intéressante, c'est que ce soit la plus belle couleur du monde ou l'œuvre de Christophe, l'œuvre de Jean-Michel et Mezzo, c'est une espèce de truc central qui est la même chose, qui est l'art, qu'est-ce que c'est que l'art, et comment chacun va proposer une vision différente de ça. En plus, en l'occurrence, la plus belle couleur du monde, l'auteur est chinois, donc c'est encore carrément un autre imaginaire, une autre manière de raconter, etc. Et je trouve que la bande dessinée aujourd'hui, elle offre cette diversité de points de vue, et c'est super enrichissant, même en tant qu'éditeur, en tant qu'artiste, en tant que lecteur. Il y en a vraiment pour tout le monde, c'est super. Et merci, on arrive à la fin de cette émission. Je vous rappelle que vous pouvez, la dernière chance pour gagner un tote bag Podum, plus un exemplaire de musée, un exemplaire de Kiss the Sky qu'on a présenté et dont on a parlé aujourd'hui pendant cette émission autour du roman graphique avec Glénat. Donc on va procéder au tirage au sort. Écoutez, je vous remercie infiniment pour votre présence, pour cette première émission. Vous avez ouvert le bal avec brio. Merci, c'est gentil. Vous pouvez vous applaudir aussi. Non, c'est vrai. Je vais te dire, bien. Tu mets à l'aise, c'est très bien. C'est vrai. Un débat, des questions très pertinentes. Tout à fait. Merci, vous avez été très fort à l'exercice pour cette... Ouais, vraiment, c'était génial. Merci, c'était très intéressant. J'ai vu que le chat était très enjoué aussi et très inspiré par ce que vous disiez. Donc c'était vraiment très très bien. Merci beaucoup à vous tous. Je vous rappelle que Musée de Christophe Chaboutet sort demain. Kiss the Sky est disponible du coup en librairie par Dupont et par Mezzo. Et le volume 2 aussi apparaître... on n'a pas de date. Dans 10-20 ans, vous avez le temps. On va dire dans 2 ans en étant optimiste. Voilà, exactement. Et la plus belle couleur du monde, dont vient de nous parler Roland de Gaulle-Zao, qui est aussi disponible en librairie. Je vous remercie aussi, vous, dans le chat, pour votre engouement. Merci aussi à la régie, qui a été exceptionnelle, parce que vraiment, avec très peu de moyens, ils sont que 2. C'est abusé. Donc, merci beaucoup pour ça. Merci aussi à toutes les personnes de Glénat qui ont fait en sorte que cette émission soit possible. Merci beaucoup aussi à Ascali qui m'a aidé très grandement sur le déroulé de cette émission qui, j'espère, vous a plu. Maintenant, je vous donne rendez-vous mercredi prochain, donc mercredi 26 avril déjà. Oh là là, ça passe vite, c'est horrible. Sur le thème du fantastique, cette fois-ci, on recevra Jim Bishop pour mon ami Pierrot, Édouard Court, avec Rêve et dont tu es l'éditeur d'ailleurs. Et aussi, il y aura Little Big Well avec nous, que vous connaissez, ma copine streameuse Little Big Well, Trivia, qui sera là et qui pourra parler de bande dessinée également. Et maintenant, ça sera 4 émissions qui seront tous les mercredis de 15 à 17h. Donc, stay tuned. Je vous remercie à nouveau pour ce live. Merci à tous les invités autour de la table. Et je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye. Au revoir. Ciao.